On a avancé sur plusieurs sujets, on a créé des trophées l'année dernière, on lance aujourd'hui officiellement la nouvelle édition des trophées. La remise des prix aura lieu le 10 novembre, enfin le jury aura lieu le 10 novembre dans le cadre de la création de la Journée nationale contre la précarité énergétique que l'on organise à quelques ONG à l'initiative de la Fondation Abbé Pierre. On aura le matin aussi avec Confrontation Europe un temps international, parce que évidemment tout ça est aussi très Green Deal. Voilà, donc on est face à une urgence. Comme vous l'aviez dit, Madame la Ministre, on trouve que les planètes sont alignées. On est dans un écosystème constitué aujourd'hui qui va d'acteurs comme la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique, à des opérateurs de terrain comme Dorémy, les compagnons bâtisseurs, le réseau Ecohabitat Solia, à des entreprises, à des agences comme le CEREMA, l'ADEME et autres, et l'ANA qui nous a rejoints en soutenant un projet. Bernard va en dire quelques mots. Voilà, donc maintenant la question c'est, les planètes sont alignées, on avance, on accélère. Effectivement, on est en capacité réellement de sortir des gens de la précarité énergétique, parce que l'autre, ce n'est pas seulement multi-bénéfice cette affaire, c'est aussi pour longtemps. Quand on travaille sur les questions de santé, d'alimentation, etc., on a besoin d'y revenir assez souvent. Quand la famille qu'on a visitée, on était ensemble avec Emmanuel Béard et Emmanuel Vargon et plein d'autres, il y a quelques semaines maintenant, et Gilles Vermaux-Desroches, qui est juste à côté, on était réellement dans un état franchement d'émotion sympathique. Il y a des moments où on est vraiment content, on voit ces résultats. Je crois que beaucoup d'entre nous, on a eu beaucoup d'engagement. Ce sujet du logement est extraordinaire quand on arrive à avancer par les retours qu'on en a et par les bilans chiffrés qu'on peut avoir, parce que, encore une fois, on gagne sur la santé, sur l'environnement, sur le social, sur les résultats scolaires. Enfin, la dynamique est totalement là. Donc, je suis absolument ravi. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance depuis 2 ans. C'est ouvert, ce n'est pas une association fermée. On a envie d'être beaucoup plus nombreux pour être très opérationnel, parce qu'on n'est pas en train de faire du plaidoyer, on est en train de dire concrètement comment on va avancer, quelle pierre on met demain. Je crois que, j'allais dire l'après-Covid, malheureusement on n'est pas dans l'après-Covid, mais en tout cas probablement après les périodes de confinement, on voit l'importance retrouvée parfois pour certains du logement, de l'habitat qui protège, et cette qualité de vie qui est fondée sur le fait de vivre dans des très très bonnes conditions. La précarité énergétique est un enjeu, mais on va le résoudre tous ensemble, qu'on soit institution, entreprise, collectivité, ONG, etc. Bernard, nos prochaines actions. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aussi remercier les intervenants à cette table ronde, et en particulier Madame la Ministre Emmanuelle Vargon pour sa présence et son intervention. Peut-être un mot sur la précarité énergétique pour dire que c'est un fléau social massif qui concerne en France 12 millions de personnes et près de 7 millions dans les 3 premiers déciles des revenus, c'est-à-dire parmi les 30% des gens les moins aisés. C'est donc un phénomène social massif, mais qui est mal connu. Et le but de notre association, qui a été créée en décembre 2020, se fixe 3 objectifs. Le premier, c'est de mettre en visibilité la précarité énergétique. On l'a fait au travers de la campagne qui a été menée grâce au soutien et à l'intervention d'Emmanuel Béard. C'est un premier point, et on veut en faire un objet du débat politique, et déjà de faire connaître ce que c'est que la précarité énergétique et les solutions qui peuvent exister. Le deuxième point, le deuxième objectif, c'est de développer des projets concrets. Gilles l'a rappelé. On est une association multi-acteurs qui réunit des collectivités territoriales, des entreprises, des ONG, des services de l'État. Et donc notre objectif, c'est de créer des projets, des programmes concrets, de les financer et d'essayer d'en tirer des conclusions pour qu'on puisse développer et massifier la rénovation, notamment globale et performante, qui est une des solutions pour résoudre le problème de la précarité énergétique. Et quels sont nos projets en cours? Le premier projet, c'est celui de faire émerger le métier d'ensemblier solidaire, c'est-à-dire ces personnes qui vont accompagner de bout en bout les familles les plus en difficulté dans leur projet de rénovation thermique de leur logement. Le repérage, le montage des dossiers,
les aspects sociaux d'accompagnement, les aspects techniques d'accompagnement, et puis la remise et le suivi des travaux. Donc ça, c'est un métier à part entière qu'on essaye de faire émerger et qu'on voudrait massifier, et qui, en 2020, on a développé sur une base expérimentale, mais on espère pouvoir développer un grand projet pour former plusieurs milliers d'ensembliers solidaires pour justement résoudre ce problème. Le deuxième sujet, c'est de mettre en évidence des pratiques, des bonnes pratiques, des bonnes solutions qui sont mises en place dans les territoires, et c'est l'objet des trophées qu'on va faire cette année pour la deuxième année consécutive, et qu'on remettra les prix le 10 novembre prochain. Le but, c'est de diffuser ce qui marche bien, et ça, c'est un objectif à part entière. Le troisième, c'est d'impliquer des jeunes dans la lutte contre la précarité énergétique, notamment au travers d'un programme que l'on développe, qu'on est en cours de développement. Je crois qu'en partenariat avec Unicité, et Marie Trélucan, la présidente, en parlera tout à l'heure, c'est de mettre 1000 jeunes en service civique pour identifier les gens en précarité énergétique et les orienter vers les professionnels de la rénovation thermique, notamment, je pense, aux conseillers FER du ministère de la Transition écologique. Et puis enfin, quatrième projet, c'est de faire un appel à la générosité du public, et c'est pour ça que nous relancerons l'initiative avec Emmanuel Béard en cet automne. Et pour terminer, on a 3 préoccupations. Pour que les choses changent, il faut résoudre le problème de l'accompagnement social des familles en très grande difficulté. C'est un sujet à part entière. Ça demande beaucoup d'implication. L'expérience de REH, des compagnons bâtisseurs, notamment de Dorémy, montre que finalement ça coûte et ça prend du temps et ça coûte. Et donc il faut trouver des financements spécifiques pour les familles en très grande précarité énergétique pour pouvoir les accompagner. Deuxième sujet, on en a parlé, c'est le reste à charge. 10% sur des travaux de 50 000 euros, ça fait 100 000 euros. Et pour les familles en très grande difficulté, c'est vraiment un obstacle énorme. Et là, il faut trouver des solutions pour ce reste à charge. Et enfin, il faut former des acteurs de proximité. Et on pense en particulier à former les bénévoles à la précarité énergétique, mais aussi les acteurs, les travailleurs sociaux, notamment au sein des CCAS, des collectivités territoriales. Et pour cela, nous avons juste une demande, ce serait de créer un grand programme. Nous pensons qu'il y a la place pour avoir un grand programme sur ces sujets-là, financé par des programmes de certificats d'économie d'énergie. Voilà. Merci. Effectivement, ce programme est en cours parce que, Madame la Ministre, nous vous remettrons le 10 novembre une nouvelle version, beaucoup plus détaillée. Et d'ailleurs, on s'appuie sur différentes expertises, notamment celle d'un gros mécénat de compétences avec Wavestone et d'autres cabinets de conseil. Et je crois qu'on aura des propositions très opérationnelles à faire avec l'ensemble des acteurs, et notamment évidemment les experts de l'économie d'énergie comme Elio qui est présent aussi. Merci encore d'être là. Vous avez plus de détails sur tout ça dans un numéro spécial de GRK, publié par GRK Media de Green Touch Energy. Je vous recommande, vous en avez des exemplaires ici, on en a sur le stand. Et je vais inviter Emmanuelle Vargon à me rejoindre. Et si vous pouvez envoyer le petit clip pendant qu'elle me rejoint. Merci beaucoup. En France, plus d'1 million d'enfants, de femmes et d'hommes souffrent gravement du froid l'hiver et souvent du chaud l'été. Ils ont un toit, mais ils sont mal logés. Une précarité que l'on ne voit pas. Derrière ces portes fermées, ces façades anonymes, les appartements, les maisons sont de vraies passoires énergétiques où il fait presque aussi froid que dehors et où la vie devient souvent insupportable. J'ai honte de vivre comme ça. J'ai honte de faire vivre ça à mes enfants, disent-ils. Plus inquiétant encore, c'est aussi la santé de ces habitants qui est touchée. Allergies chez les enfants, maladies à répétition aussi pour les plus grands, et impossibilité pour les plus âgés de vieillir sereinement. Beaucoup se sentent dans l'impasse face à des coûts de travaux qui peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros. Mais aujourd'hui, des solutions existent, des financements disponibles grâce à l'État, aux collectivités, aux ONG, aux fondations,
qui permettent, même aux plus modestes, de réaliser les travaux nécessaires pour vivre enfin dans un logement décent, confortable et meilleur pour l'environnement. Mais souvent, ces aides ne suffisent pas. Il manque ce 10%, ce reste à charge, impossible à trouver pour ceux qui n'ont pas accès au crédit. Ensemble, nous pouvons aider des dizaines de milliers de personnes à faire que cet hiver soit le dernier qui les exclut d'une vie digne. Faites un don. Rendez-vous sur stopexclusionénergétique.org. Ah, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le son. Merci beaucoup. Merci donc Emmanuelle Wargon d'être là. On sait que cette question de la rénovation en général et de la lutte contre la précarité énergétique est une priorité de votre gouvernement. Et d'ailleurs, M. Attal, ce matin, en a parlé sur France Info, annonçant un soutien beaucoup plus fort. Alors, plutôt sur la construction neuve, si j'ai bien compris, mais j'étais un peu occupé sur la préparation de notre intervention. C'est à vous. Si vous préférez le pupitre ou le micro. Non, c'est très bien ici. Merci Gilles, merci Monsieur le Président Bernard Saincy de m'avoir proposé de participer à cette table ronde. La question de l'exclusion énergétique et de la précarité énergétique, évidemment qu'elle nous questionne tous. Je ne vois pas comment on peut être insensible à cette question et Emmanuel Béard en parle magnifiquement dans ce spot. C'est une question qui est à la frontière, à l'intersection de deux politiques publiques dans lesquelles je suis vraiment engagée depuis longtemps. La lutte contre la pauvreté d'un côté, pour une vie digne, et le développement de la rénovation énergétique en général en France. Et moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on a déjà fait beaucoup et qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Et c'est vraiment la logique et la dynamique dans laquelle nous sommes tous. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être partenaire du collectif Stop Exclusion Énergétique et de voir comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin. Alors, on a déjà fait beaucoup. On a déjà fait beaucoup en simplifiant, en améliorant les aides. C'est ma prime rénov'. Jusqu'à présent, les ménages en situation de difficulté avaient simplement accès d'un côté au chèque énergie, ce qui est bien, ce qui est un vrai progrès, qui permet de payer les factures et qu'on a beaucoup développé, puisqu'on est passé de 2 à 5 millions de ménages, mais le chèque énergie, ça sert essentiellement à payer les factures. Ça ne permet pas en réalité de financer les travaux. Et puis de l'autre côté, les aides d'État sur la rénovation énergétique, c'était un crédit d'impôt à l'impôt sur le revenu. Et ce crédit d'impôt, d'abord, il ne ciblait pas la qualité des travaux, et puis il était quand même capté à 50% par les 20% les plus aisés. Et parce que c'est un crédit d'impôt à l'impôt sur le revenu, et quand vous en êtes à vous demander comment vous optimisez votre impôt sur le revenu, vous n'êtes pas en situation de précarité énergétique. Et donc ce que j'ai fait depuis 3 ans, c'est d'essayer de remédier à cette situation qui, pour moi, était une grande injustice sociale et d'ailleurs écologique, parce qu'on ne ciblait pas du tout la qualité des travaux non plus, avec la mise en place de ma prime rénov', mise en place l'année dernière pour les 50% des ménages les plus modestes, aujourd'hui pour 100% des ménages, et aujourd'hui aussi pour les bailleurs, parce qu'il y a la situation des propriétaires, avec des propriétaires très modestes, et nous en avons vu dans toutes ces visites de terrain que j'ai faites, y compris la dernière, et on était tous ensemble avec Emmanuel Béard, et je voudrais aussi saluer le Secours catholique et Véronique Fayet. Donc des propriétaires, mais aussi des locataires. Ma prime rénov', l'année dernière, c'était 200 000 dossiers uniquement pour des ménages dits modestes ou très modestes. Là, aujourd'hui, c'est déjà 400 000 dossiers à mi-année 2021, dont 60%, enfin 80% même pour les modestes et très modestes, et 60% pour les très modestes. Donc on a bien gardé ce ciblage social. Et ça permet quand même de débloquer plus de dossiers aujourd'hui qu'avant. Et pourtant, on a encore beaucoup de travail à faire ensemble, pour tous les Français et pour ceux qui sont en situation de précarité énergétique. D'abord sur l'accompagnement. Même pour les ménages classiques, pour les classes moyennes, il faut qu'on arrive à améliorer l'accompagnement. Donc c'est ce qu'on va mettre en place grâce à la loi Climat et Résilience, avec un accompagnement qui sera offert à tous, proposé à tous, gratuit pour les ménages les plus modestes et qui permettra de faire l'accompagnement technique des travaux. Et j'ai bien entendu ce que vous disiez sur l'accompagnement social, j'en suis consciente, c'est le travail qui est fait dans les partenariats dans lesquels vous êtes, Doremi et Cohabitat. À cet accompagnement technique, on doit associer un accompagnement social, un accompagnement humain.
Parce que c'est une chose d'avoir quelqu'un qui vient vous dire qu'il faut refaire la toiture comme ci ou comme ça, et les murs comme ci ou comme ça. Et c'est une autre chose d'avoir quelqu'un qui vous accompagne dans des démarches qui sont un peu effrayantes, difficiles pour des personnes dont les budgets sont extrêmement contraints et qui sont à quelques euros près chaque mois. Cet accompagnement social, on a commencé avec un contrat à impact social qui a été signé en Picardie d'abord, dans les Hauts-de-France maintenant, et qui permet de financer ce double accompagnement technique et social pour un petit nombre de ménages. Et c'est touchant, c'est très touchant ces visites et ces histoires dans lesquelles vous voyez des personnes qui ont réussi à sortir de ce qui ressemblait en vrai à un taudis et vivre dans des conditions qui maintenant sont dignes. Donc la question que pose le collectif et sur laquelle nous travaillons, c'est comment développer cet accompagnement social, comment donner accès à cet accompagnement social à plus de ménages, avec cette idée d'ensemblier solidaire qui permet de mettre dans un même programme les aides nationales ouvertes à tous les Français, avec les primes et l'accompagnement, et les aides spécifiques dont les ménages les plus modestes ont besoin, parce que c'est encore plus difficile, c'est encore plus engageant. Et puis il y a plein de questions très concrètes qui se passent. Quand on fait les travaux, on va habiter où ? Par définition, on n'a pas les moyens de payer autre chose, donc il faut trouver une solution. Donc ce sont toutes ces questions très concrètes qu'il faut qu'on arrive à régler. Donc ça, c'est la partie accompagnement. La deuxième partie sur laquelle on a encore du travail, c'est le reste à charge. Alors oui, les aides vont jusqu'à 90%. Les aides, si on cumule les aides État et ma prime Rénov' pour les plus modestes et généreuses, et qu'on rajoute les aides des collectivités locales, on arrive à peu près à 90% du budget. Et oui, 90, c'est pas 100. Et oui, entre 90 et 100, il y a un écart qui parfois n'est pas possible à combler pour un ménage en difficulté. Pour ça, je pense qu'on a deux solutions, enfin on a sûrement plus, mais j'en vois au moins deux sur lesquelles nous travaillons. La première, c'est une solution générale, et j'ai signé hier avec le Crédit Mutuel et la Banque Postale un partenariat pour mettre en place un nouvel outil de la loi climat et résilience qui s'appelle le prêt avance rénovation. C'est un prêt qui permet de rembourser très progressivement ou vraiment dans très longtemps et de gager le remboursement sur la valeur du bien au moment où il sera vendu. Parce que quand on fait 50 000 € de travaux dans une maison comme celle que nous avons vue dans l'Oise ou ailleurs, la valeur de la maison, elle augmente au moins de 50 000 €, voire de plus. En réalité, on transforme totalement. Et donc cette valeur, à un moment, elle se retrouve. Et donc dire, c'est pas grave si on ne peut pas payer au moment où on fait les travaux, c'est pas grave si on n'arrive pas à équilibrer entre les économies qu'on va faire et la valeur des travaux. Finalement, le remboursement, il se fera au moment de la vente, quel que soit le moment de la vente, ou au moment, enfin voilà, au changement de propriétaire. Moi, je pense que c'est un outil qui aidera, y compris dans ces situations-là. Et puis après, il y a la capacité à financer autrement ce reste à charge, soit par la générosité publique, avec l'appel aux dons, et moi je le soutiens, je pense que c'est une très belle opération, ou avec du mécénat, soit avec éventuellement des aides complémentaires qu'on peut imaginer dans le cadre de ce programme Ensemblier solidaire. Je pense que les deux ne s'opposent pas, que nous avons besoin d'un panel d'outils qui répond au plus grand nombre des Français, y compris les Français en difficulté, et d'aller un cran plus loin pour tendre la main à ceux qui sont vraiment les plus fragiles, ceux qui ont été déjà les plus abîmés par la vie et dont il faut qu'on s'occupe le plus. Donc ça fait un beau programme de travail. Je voudrais saluer la Fondation des Transitions et Stop Exclusion énergétique pour leur volontarisme, pour leur capacité à challenger les pouvoirs publics, le ministère du Logement et moi-même, et je trouve que c'est un challenge positif qui fait avancer. Donc on a commencé à construire, j'étais là au début du lancement, j'étais là à la remise des trophées, je serai là à la remise des trophées. Je soutiens ces initiatives, c'est important, c'est un beau sujet, c'est un sujet qui nous oblige. On va continuer avec ces outils généraux et avec un programme particulier à lutter contre cette précarité énergétique. On peut faire plus, donc on doit faire plus, donc on va faire plus. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, on va continuer
à titiller les serveurs publics, et d'autant que maintenant on est de plus en plus nombreux, parce qu'à partir du premier groupe, on est effectivement Unicité nous a rejoint, le Roi Merlin nous a rejoint, enfin AG2R est très présent avec nous, Saint-Gobain, on n'a pas parlé des compagnons bâtisseurs, mais évidemment maintenant c'est tout le réseau, et il y aura très probablement un comité réunion dans le cadre des trophées cette année. C'est en train de se faire, et on croit vraiment qu'on peut y arriver. C'est pour ça qu'on vous a déjà incité dans le cadre... Pardon, je vais être un tout petit peu technique, mais 3 secondes. On est dans pleine 5e période des certificats d'économie d'énergie dont parlait Bernard. On pense qu'il faut vraiment un programme sur la très grande précarité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout l'écosystème est prêt à s'entendre pour travailler ensemble. Et même dans les programmes C2E, si on arrive à monter tout ça, et merci de votre soutien, je crois qu'on n'aura jamais eu autant de partenaires autour de la table prêts à collaborer sur un sujet, d'autant que ça croise effectivement les questions de grande pauvreté et d'environnement climat. Puis en plus, ça crée de l'emploi. Voilà. Donc merci de ce soutien, et rassurez-vous, on va continuer à vous interpeller. Merci, bon retour. Je sais que une grande partie du gouvernement va être à Marseille, mais surtout aussi à l'IUCN, au Congrès de la Nature. Ce n'est pas tout à fait notre sujet aujourd'hui, mais effectivement, c'est un sujet extrêmement important. Je vous propose tout de suite d'enchaîner. Vous verrez, il y a un certain nombre d'intervenants, mais ça fait justement la démonstration de tout ce qu'on vient d'annoncer ce matin. Donc, des interventions assez courtes pour pouvoir vraiment voir cette complémentarité d'action de façon très très opérationnelle, parce qu'encore une fois, notre propos, c'est de monter des projets et pas faire du plaidoyer. On soutient le plaidoyer de beaucoup d'organisations qui existent, comme le Rappel, Rénovons, etc. Mais notre propos à nous, c'est vraiment l'action. Et on a demandé une analyse, un peu de prendre de la hauteur. Stéphane, je suis ravi de te retrouver à cette occasion. Stéphane Rosès, que vous connaissez probablement, est politologue, essayiste. Il a un regard sur la société, et il s'est intéressé particulièrement aux questions de précarité énergétique. J'en suis ravi. Si tu veux prendre place, Stéphane, on est extrêmement intéressé du regard que tu peux porter sur tout ça. Merci Gilles Béraud, merci Bernard Saincy, merci Madame la Ministre pour votre propos. De m'associer au fond à votre mobilisation pour la lutte contre la précarité énergétique et sanitaire. Je voudrais vous faire part de quelques constats, réflexions et intuitions sur la nouvelle période qui s'ouvre avec la crise pandémique, et en quoi, selon moi, elle est source d'interrogation, mais aussi d'opportunités pour votre objectif, qui est, après des améliorations en matière de lutte contre la précarité énergétique et sanitaire, au fond, passer un nouveau seuil. Mon propos est un propos qui part d'abord, ça a été dit par Gilles, d'expérience aussi professionnelle pour les entreprises et les territoires. Je crois que le premier constat sur lequel nous serons tous d'accord, c'est de voir le fantastique écart entre l'importance de la précarité énergétique et la façon dont les pouvoirs publics, les politiques, et d'un certain point de vue, du coup, la société se saisit du sujet. Bernard Saincy, Gilles, vous avez dressé un constat statistique. Hein. Je rajoute que 40% des Français pensent pouvoir tomber eux-mêmes dans la précarité énergétique, et que dans les dernières études menées actuellement, il y a une anticipation encore plus pessimiste de ce qui se passe. Alors effectivement, c'est le premier constat commun. Vous dépensez beaucoup d'énergie à convaincre les politiques, les gouvernants et la société que derrière
la question de la précarité énergétique, articulée avec la précarité sanitaire, se noue un enjeu qui dépasse largement les publics directement concernés. Le deuxième, évidemment, constat, c'est que précarité énergétique, précarité sanitaire sont liées et ont des effets cumulatifs négatifs, à la fois en termes de cartographie. Prenez la cartographie partielle sur la précarité énergétique, mais dont disposent quelques grands groupes, les entreprises et les premiers observatoires, la nature des personnes concernées, avec par exemple le taux de vaccination aujourd'hui, il y a évidemment une correspondance de nature sociale et culturelle. Le troisième constat, vous le savez mieux que moi, c'est que la précarité est un obstacle énergétique, ça a été dit aussi d'une certaine façon par Madame la ministre, la précarité énergétique est un obstacle à la réussite de la transition énergétique. Alors, mon propos essentiel, en amont de vos contributions et réflexions, c'est pourquoi y a-t-il un tel écart entre l'importance objective de la lutte contre la précarité énergétique et, au fond, des gouvernants une société qui n'y accorde pas l'importance qu'il faudrait, même si les choses se sont un peu améliorées, ça a été dit, dans la dernière période. Je voudrais mobiliser une grosse étude que j'avais faite en 1994, c'est la première auprès des SDF, étude quantitative puis qualitative. J'avais été convoqué par l'INSEE qui m'avait demandé comment j'avais travaillé méthodologiquement devant une commission qui avait en charge ces questions, et donc j'étais un opérateur privé qui avait trouvé les moyens méthodologiques. Je m'étais aperçu que le problème n'était pas technique. Le problème était culturel. Culturel. L'imaginaire français est un imaginaire égalitaire. Et donc la société aspire à un traitement égalitaire de tout le monde. Et compter le nombre de SDF, compter le nombre de précaires, mener des politiques singulières, serait d'un certain point de vue institutionnaliser une situation que dans l'idéal, le français estime pas convenable. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai compris que le principal obstacle dans la lutte contre l'exclusion était un obstacle de nature culturelle. Les Français préfèrent un idéal égalitaire en grand écart avec la réalité, plutôt que de donner le sentiment d'institutionnaliser des politiques sectorielles. Et donc cette dimension culturelle, c'est un obstacle qui explique la grande différence entre l'énergie que vous mobilisez, l'écho chez les gouvernants, mais aussi chez les Français. De sorte qu'au mieux, la lutte contre l'exclusion est perçue comme une nécessité morale, une obligation morale, s'occuper des plus faibles. Au pire, une critique de l'assistanat, mais au fond, on préfère une égalité formelle à, par exemple, des processus d'équité qui peuvent exister dans d'autres pays anglo-saxons. Donc, voilà, à mon avis, l'obstacle essentiel de nature culturelle auquel vous avez à faire face. Alors, la nouvelle période, selon moi, offre une opportunité. Quelle est cette nouvelle période que nous connaissons qui déstabilise gouvernants, gouvernés, citoyens, institutions, entreprises? Au fond, on rentrerait dans une insécurité générale qui obligerait, face aux défis sanitaires, environnementaux, économiques et sociaux, de repenser ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas. Les communs qu'il faudrait prendre en charge et ce qu'il faudrait laisser à l'initiative des acteurs et
des individus. J'ai en tête un travail fait par l'intelligence collective d'EDF qui a demandé à ses salariés d'aller voir les consommateurs citoyens. Ça s'est terminé là. Et les données disent un certain nombre de constats sur la façon dont les citoyens consommateurs voient la période qui commence. Premier élément, ils nous disent tout devient instable, donc il faut le retour du politique et de la souveraineté, même si c'est au détriment des libertés individuelles. Deuxième constat, l'énergie avec le confinement, la tech, devient un bien essentiel, qui n'est pas seulement un bien fonctionnel, mais qui est un bien de lien avec les autres. C'est-à-dire que l'effet du confinement sur le rapport par le numérique aux autres fait que l'accès à l'énergie, notamment l'énergie électrique, change les configurations et les représentations. Troisième élément, la consommation d'énergie, la maîtrise de l'énergie est vue essentiellement pour la majorité des consommateurs au travers de la question de la facture. Quatrième constat, l'écologie, un nouveau type de développement est attendu, et développement durable, responsable, vous le savez, vous en êtes des acteurs, mais dont la sobriété attendue n'a de sens que si le politique trouve le bon équilibre entre le bon, le juste et l'efficace, de sorte que tout ça est à reposer. Sixièmement, les communs de la société, les biens et services essentiels doivent être redéfinis collectivement. Et spontanément, dans un pays comme le nôtre, c'est important puisque c'est votre échéance de très court terme, la présidentielle est le moment où on remet sur le tapis le fait que justement la santé, l'énergie, l'eau, le climat et la biodiversité font partie des communs essentiels. Donc voilà, je voudrais terminer mon propos sur le fait que la nouvelle période ouvre beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, mais sur le souhaitable, il y a une aspiration à redéfinir ce qui est essentiel et de commun dans la société en termes de biens et services, dont l'énergie fait partie. De sorte que ce serait l'occasion de sortir ou d'élargir le propos qui est le vôtre de lutte contre la précarité en l'insérant au fond dans un propos beaucoup plus général où l'énergie devient un commun et où peut ensuite s'ouvrir la discussion sur les modalités de financement. Donc voilà, ma petite contribution, c'est de dire vous pourriez présenter et profiter de la présidentielle comme retour du politique et de la souveraineté individuelle et collective comme étant un moyen de reposer dans sa globalité la question de l'énergie comme commun, dont évidemment ensuite il faudra bien constater que la précarité énergétique ne peut pas être prise comme un secteur de côté, marginal, contrevenant à notre modèle, mais en l'intégrant dans une politique de développement durable et responsable. Merci de votre attention. Merci, merci beaucoup et merci d'amener ces dimensions du commun, parce qu'effectivement, quand on dit quelqu'un qui est très pauvre, qui vit avec moins de 8 ou 10 euros par jour, il ne faut pas causer de reste, il ne faut pas bloquer avec le reste à charge, il faut un financement, mais tout ça a du sens si on est dans une logique effectivement généreuse de commun. Et peut-être qu'effectivement, cette période que vous annoncez d'instabilité, et aussi des périodes qui font monter des logiques de générosité qu'on essayait de pousser avec Emmanuel Béard, mais c'est aussi de fait de l'instabilité, des périodes où on peut réellement agir à grande échelle pour transformer les choses, quoi. Merci, oui, absolument. Oui, c'est absolument ça, et c'est intéressant de voir comme dans le moment actuel, les individus sont à la fois, il y a une petite schizophrénie, hein. Le souhaitable avec le confinement et la crise sanitaire, les gens ont beaucoup dans leur tête avancé. Pas seulement
responsables d'entreprises associatives ou entre nous, on échangeait beaucoup, mais les citoyens, c'est-à-dire le fait de se mettre de façon obligée par le confinement en retrait, ça veut dire qu'on a reposé des questions décisives. Ça veut dire que des prises de conscience ont été prises, et donc c'est un moment propice. Les choses à nouveau s'ouvrent, et le retour du politique, clairement, c'est de dire, c'est de faire des choix. C'est pas seulement on ne compte pas quantitativement, c'est on repose le bon, le juste et l'efficace. Et c'est aux politiques de trancher. Et donc c'est l'opportunité pour vous de mettre votre sujet dans l'agenda politique de la présidentielle en le faisant remonter de questions de programme mesure à des questions de projet. Parce qu'une présidentielle, au fond, les gens ne se déterminent pas tant sur le programme, mais sur le projet, la vision, où on veut aller. Merci. Je crois qu'on n'y manquera pas, et justement, effectivement, cette logique de projet est fondamentale aujourd'hui, quel que soit le niveau d'ailleurs de la société. Merci beaucoup, Merci Stéphane. Ravi. Merci. Je crois qu'on aura l'occasion de continuer sur ces sujets. Vous pouvez effectivement applaudir, et je demande à Gilles Vermaux-Desroches, Isabelle Dorès, Damira Ripert, Emmanuel Domergue de me rejoindre. J'ai pas vu, donc j'ai vu Gilles, j'ai vu Isabelle évidemment, Manuel aussi, mais je vois pas Damira. Alors, bon, bah écoutez, elle devait être là, de la société NJ, c'est quelqu'un qui a des responsabilités internationales, donc j'ai pas eu d'informations, mais elle doit être bloquée. En tout cas, installez-vous, prenez un micro. Bon, vous avez compris la règle du jeu. L'idée là, c'est de donner une synthèse. Donc, aucun d'entre vous n'apportera toute la globalité du sujet. Donc, vous avez des temps assez courts. Comme on est en diffusion, à la fois en direct, et donc on va être sur des formats qu'on pourra ensuite redécouper et diffuser. Bon, Manuel, tu ne dois pas être totalement mécontent de ce qui s'est dit ce matin, ce qu'a annoncé la ministre. Il y a des sujets qui retrouvent tes vieux combats. Tout à fait, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci Gilles. Oui, effectivement, il y a des sujets, quand on parle de politique climatique, qui sont extrêmement déprimants. Celui de la rénovation énergétique, il est encourageant quand même, ça a été dit, parce que comme on partait de zéro, finalement, on progresse. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu des avancées avec ma prime rénov', avec la prise de conscience générale sur le thème de la précarité énergétique, ne serait-ce qu'un mot qui n'existait pas il y a 15 ou 20 ans. Donc évidemment, on avance. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'avec la Fondation Abbé Pierre, ça a été dit, nous organisons avec des dizaines d'acteurs, dont Stop Exclusion, la journée de lutte contre la précarité énergétique, le 10 novembre, où on appelle tous les acteurs, les citoyens, les élus locaux, à se mobiliser sur la question de la précarité énergétique, à organiser des débats, des sensibilisations, des porte-à-porte, des visites de chantier, des interventions dans les médias pour faire connaître ce chantier et faire en sorte qu'il soit prioritaire dans la vie des gens et puis dans la campagne présidentielle qui s'annonce. Nous, on a l'impression que c'est un moment là, on a beaucoup œuvré avec plein d'autres, beaucoup de personnes qui sont autour de la table ici, depuis des années, à faire connaître ce sujet et à en faire une priorité. On a l'impression que là, c'est le bon moment pour passer le cap, parce qu'on n'est pas quand même au bout de l'effort, et Madame Vargon l'a dit à juste titre, très honnêtement, on avance, mais on est loin du compte. On pense qu'on est prêt, la société est prête, la société civile s'organise avec, par exemple, le pacte du pouvoir de vivre, Fondation Nicolas Hulot, CFDT, Fondation Abbé Pierre, ATD Carmonde, etc., et qui a mis ce sujet en priorité. La coalition Rénovons, où on arrive avec des entreprises, des syndicats, des associations solidaires et environnementales autour de la table à avancer sur ce sujet qui fait le pont entre tous ces sujets-là. Les experts du climat avec le Haut Conseil pour le climat vont dans le même sens et ont d'ailleurs produit des rapports récemment assez sévères aussi avec la politique gouvernementale en disant le reste à charge zéro, on en est loin, on n'est pas à 10% de reste à charge quand on fait des travaux de rénovation globale performants qui coûtent 60-70 000 euros. Beaucoup de personnes sont prêtes, beaucoup d'acteurs du bâtiment sont prêts, mais il manque, je pense, de sortir des petits pas. Il manque une action d'obligation, de planification très précise pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs, les copros et les maisons individuelles, avec des dates, avec des objectifs à atteindre en termes de rénovation globale et pas simplement des petits pas, et des milliards derrière. Et on sait qu'une campagne présidentielle, c'est le moment où on peut obtenir la promesse des milliards. Et des projets concrets et pas forcément effectivement des grandes intentions.
Je vous renvoie au rapport de la Fondation Abbé Pierre. C'est tous les ans début février. C'est le 1er février. Ah, c'est le 1er février. L'anniversaire de l'appel de l'Abbé Pierre. Voilà, et vous avez des chiffres de référence et qui sont malheureusement, certains sont en progrès chaque année, d'autres un petit peu moins. Donc merci en tout cas. N'hésitez pas aussi, on en reparlera effectivement, cette journée contre la précarité énergétique, on y tient. Isabelle Dorès est vice-présidente d'ATD Carmonde. Là, effectivement, quand on parlait des gens en très grande précarité, vous savez ce que c'est. Est-ce que le sujet de la précarité énergétique est un sujet pour vous et qu'est-ce que vous faites sur ce sujet? Oui, donc d'abord, merci beaucoup d'avoir associé ATD Carmonde à cette table ronde. Alors, pour rappeler un peu ce qu'est ATD, on est un mouvement de personnes d'origine très différente, de tous les horizons, qui s'unissent alors sur le terrain et aussi beaucoup en plaidoyer, en effet, auprès des gouvernements et des institutions depuis 60 ans dans l'objectif d'éradiquer la pauvreté ou la grande pauvreté. Alors pour ça, on passe souvent par l'expérimentation et donc c'est dans ce cadre-là sans doute qu'on peut s'associer à ce projet dans les différents domaines de droits fondamentaux, les possibles avec les personnes les plus pauvres et puis tous les acteurs de terrain, donc dans le domaine de l'emploi, logement, santé, éducation. Alors, je voudrais citer une parole de militants, de personnes vivant la grande précarité. Alors, faire de l'environnement une cause commune, c'est aussi lutter contre la violence, c'est lutter contre la stigmatisation des plus pauvres, qu'on condamne à vivre dans des bars HLM pourris, mal isolés, comme j'ai pu l'être, où j'avais des dépenses de chauffage pas possibles. Comme rappelé dans ce constat, et puis par les intervenants, la précarité énergétique, ça touche avant tout les plus pauvres, avec cumul des impayés, logement passoire, choisir entre chauffer, manger, avec des conséquences lourdes en termes financiers, des problèmes d'endettement, en termes sociaux, avec des replis sur soi, de la discrimination accentuée par les autres, et aussi par soi-même parce qu'on s'isole, et puis des soucis sanitaires, on l'a largement rappelé aussi, sur des problèmes de santé. Donc un autre militant, il y a des moisissures dans notre appartement, le chauffage électrique c'est vraiment cher, on en a pour 140 € tous les 2 mois, alors qu'on chauffe seulement pour chauffer les murs. Pour les plus pauvres, ainsi, l'accès à un logement décent n'est pas du tout garanti aujourd'hui, et en particulier pour les plus jeunes. Et au-delà, pour les plus pauvres, le constat, c'est vraiment que le problème central, c'est quand même l'insuffisance des ressources, ce qu'on n'a peut-être pas encore évoqué. Les charges d'énergie ont pris une importance considérable dans le budget des ménages, et puis depuis quelques jours, on entend beaucoup parler de l'augmentation du gaz encore, sans cesse. Et donc, le taux d'effort demandé aux plus pauvres est vraiment incompatible avec leurs ressources. Et payer 130 € de chauffage quand on vit sous le seuil de pauvreté, c'est en fait impossible. Aujourd'hui, les minima sociaux ne permettent pas de vivre, mais vraiment de survivre. Et il est urgent qu'ils soient vraiment revalorisés, étendus aux 18-25 ans. C'est d'autres plaidoyers, mais je pense que c'est important de le rappeler. Par manque de ressources, les plus pauvres n'ont souvent pas accès aussi au logement social et se retrouvent souvent dans un parc privé dégradé. Donc, pour citer un autre militant, le problème des normes dans le logement et dans l'ancien, c'est qu'il n'y a pas l'obligation de faire pour le propriétaire. L'énergie coûte trop cher, je ne peux pas me chauffer. La crise sanitaire va certainement aggraver la situation, on l'a dit aussi, les personnes en précarité vont cumuler d'autres insécurités, les faisant basculer dans une pauvreté plus persistante. Axel Brodier, qui est historienne de la pauvreté, parle de décenseur social. La précarité va toucher aussi en particulier les populations les plus jeunes. Aussi, la pauvreté, elle est vraiment multidimensionnelle et les réponses, elles doivent être forcément systémiques. Donc le droit à des moyens convenables d'existence, c'est un droit parmi d'autres et la politique de précarité énergétique doit absolument être associée à une politique d'accès de tous à un logement digne et à une politique des revenus. Les droits sont indissociables et leur mise en œuvre demande vraiment une cohérence globale. Donc la précarité énergétique porte directement atteinte à la dignité des personnes et une société digne est une société dont les institutions n'humilient personne. Une société qui ne laisse personne de côté, comme le rappellent les ODD. Peut-être qu'aujourd'hui on n'est pas tout à fait dans cette situation-là encore. La mobilisation nationale engagée pour la rénovation des logements que vous présentez aujourd'hui est essentielle, et y compris donc en avançant sur l'amélioration des logements en location dans le parc privé pour les plus pauvres. Mais il est majeur aussi de permettre un meilleur accès au logement social. Donc il y a eu un rapport de proposition où la Fondation Abbé Pierre a fortement contribué pour cet accès avec un certain nombre de propositions, en particulier de proposer des expérimentations d'une quittance de loyer adaptée aux ressources du ménage et de maîtriser le coût des charges et de revaloriser l'APL. Et enfin,
Je peux encore un petit peu. Donc, un tout petit peu. Les personnes en précarité sont souvent considérées comme des personnes assistées, qu'il faut contrôler, encadrer, et pas des sujets de droit. Donc, si on veut les mêmes droits pour tous, il faudrait peut-être aussi expérimenter des tarifs progressifs, plutôt que des tarifs sociaux qui sont, qui sont moins stigmatisants et qui ne nécessitent pas de forts niveaux de contrôle auxquels sont soumis les plus pauvres. Et surtout, ce qui est essentiel pour ATD, c'est que la participation des personnes en situation de grande pauvreté soit pleine et entière dans l'élaboration des dispositifs, dans la réalisation et l'évaluation des politiques. C'est ce qui est mis en œuvre dans ce projet. Parce que de l'expérience de la précarité énergétique, les gens ont un savoir, les personnes ont un savoir, une connaissance sans laquelle ce qui sera fait ne sera pas adapté si on ne la prend pas en compte. Alors un logement rénové va redonner de la confiance, de la sécurité, mais si elle n'est pas pensée avec les personnes concernées, elle risque de renforcer en fait leur dépendance et de ne pas répondre à leurs besoins, et c'est essentiel. Alors peut-être pour finir, je pourrais citer encore une personne. Donc on entend souvent dire que les plus pauvres ne se soucient pas de la durabilité, qu'ils essaient juste de survivre et que cela ne va pas plus loin. C'est absolument faux. Nous devons revendiquer notre place dans ce débat-là et y apporter notre contribution propre. Car nous savons à quoi conduit le modèle de croissance, puisque nous en subissons les conséquences et que nous en souffrons. Il faut le faire comprendre clairement, parce qu'on ne nous considère pas comme des personnes pour que nous ne considère pas comme des personnes qui n'apportent rien et qui coûtent simplement trop cher à la société. Voilà, leurs efforts et leurs expériences passent souvent inaperçus et leur capacité à contribuer est négligeable. Ils doivent être reconnus aujourd'hui aussi comme des facteurs de changement de l'action. Merci, excusez-moi d'avoir été un peu long. Non, mais c'est effectivement très intéressant. Je crois que la question, effectivement, du droit à agir pour l'écologie fait aussi partie, c'est aussi des questions d'inclusion et exclusion, quoi. C'est aussi Gilles Vermaux-Desroches. Déjà, il y a un mot que vous avez peut-être repéré ou pas, mais c'est intéressant, c'est marqué citoyenneté. C'est-à-dire il y a une société qui considère qu'une personnalité comme Gilles Vermaux-Desroches, qui agit beaucoup dans cette société depuis longtemps, qui a été directeur développement durable, aujourd'hui s'intéresse à ces questions de citoyenneté. Ça veut dire que la question de l'impact est extrêmement forte. Donc Gilles Vermaux-Desroches est très impliqué sur ces questions climat, social, etc. Dans une société qui a à la fois agi sur le sujet, mais aussi une fondation, et où globalement, au niveau international, on parle d'accès à l'énergie. Ici, on parle de lutte contre la précarité énergétique. Quand je dis ici, c'est l'Europe. Mais finalement, ça renvoie à ce que disait Stéphane Rosès tout à l'heure. Tout ça, l'énergie devient un bien commun. Oui, merci beaucoup Gilles. Bonne fête à retardement. Je crois qu'il ne faut pas qu'on rate le rendez-vous dans lequel on est aujourd'hui. Parce qu'il ne s'est jamais produit dans le passé et parfois il y a des rendez-vous qui ne reviendront pas tout à fait aussi bien dans l'avenir. Il convoque à la fois l'intelligence, l'innovation, la mobilisation, puis il nous permet tous d'être un peu plus malins. Et c'est pourquoi je pense que, pour ce qui est des constats, les acteurs que vous êtes, vos réseaux, beaucoup d'autres réseaux, le tien, Franck, il y a bien longtemps que vous tirez la sonnette d'alarme sur la réalité de vie d'un certain nombre de gens qui, certes, ont une maison, mais n'ont pas les moyens à l'intérieur de celle-ci de vivre bien, et puis, comme le dit le film bien mieux que moi, d'assumer ces sujets. Pourquoi je dis que c'est un rendez-vous un peu particulier? C'est un rendez-vous particulier parce qu'il est construit par des visions et des pensées communes qui n'existaient pas il y a quelques années. Par exemple, le fait que la transition énergétique doit être juste, ça n'est pas une très vieille pensée. Il a certes fallu les gilets jaunes en France pour faire aboutir cette réalité, d'autres pensées ailleurs dans le monde, mais ce que l'on fait ce matin s'appuie aussi sur ce débat-là. La transition doit être juste. Et d'ailleurs, quand on parle de précarité énergétique, on nous ramène souvent dans des habitats de gens loin de la grande ville, propriétaires, qui n'ont pas les moyens de remettre à jour leur bâtiment, qui ont eu des réductions de revenus au moment de la retraite, etc. Donc, premier point, il y a cette démarche-là. Deuxième point, ça fait pas très longtemps, en Europe et en France, qu'on parle de précarité énergétique. Alors, à la fois, il faut l'attacher à la précarité, mais il faut aussi, puisqu'on a décidé de parler de précarité énergétique, de bien repérer la différence de la précarité énergétique. On parle en gros, en Europe, de 60 millions de personnes, c'est-à-dire 10% d'Européens, et d'ailleurs aussi 10% de Français, dans des règles qui sont établies plus ou moins pareilles dans tous les pays européens,
l'Europe n'est plus l'Angleterre n'est plus dans la communauté européenne, mais sur ce sujet-là, c'est ceux qui ont le plus de difficultés en la matière et qui ont d'ailleurs pas mal travaillé à voir comment les réduire et pour voir les réalités socio-économiques de la précarité énergétique. C'est vachement intéressant de regarder ce qu'ils ont fait. Donc, deuxième faisceau qui nous amène dans le débat, on est devenu intelligent collectivement parce qu'on a su mettre des mots, les transformer dans des chiffres, et pas seulement dire il y a des gens qui sont en précarité énergétique, mais repérer ce que ça représentait comme population, qu'est-ce que ça représentait comme habitat, qu'est-ce que ça coûtait de sortir de précarité énergétique. Je ramène un sujet parce que je ne suis pas dans une entreprise du bâti. Quand on parle de précarité énergétique, on voit tout de suite qu'il faut rénover le bâti, et c'est souvent le cas. Ou alors, quand c'est des vrais passoires, faire autre chose. Et je pense qu'il faut y réfléchir. Et on est là dans des moyens financiers qui ne sont pas les mêmes. Moi, je travaille chez Schneider Electric. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il fait là? Au-delà du fait que ça l'intéresse. 60 000 départs d'incendie, particulièrement dans les maisons en précarité énergétique en France. Ça, c'est intéressant de le mettre. On n'en parle peut-être pas assez parce que ça a un coût pour la République. Alors d'abord, soyons réels, pour les gens qui vivent dans cette situation, c'est plus que la double peine. Parce que dans la précarité qu'ils sont, ils n'ont pas le tableau électrique qui va, et donc l'électricité, ça peut aussi être dangereux. Et donc, mais par contre, vers la chose publique, expliquer 60 000 départs d'incendie, combien ça coûte de déplacement de pompiers, etc., etc. C'est un autre sujet qu'il faut mettre là, parce que ça peut aussi aider à trouver des financements. Et puis du côté du monde de l'entreprise, c'est assez récent, dans le même creuset, de mettre que, après avoir beaucoup travaillé sur le développement durable et quelques entreprises beaucoup progressé, et d'autres essayer de le faire aussi, parce qu'au fond, chacun sent bien que c'est là le chemin qu'il faut aller, on s'est mis à parler d'inclusive business, c'est-à-dire de comment une entreprise se pose la question de comment ces solutions sont aussi accessibles à des populations moins favorisées. On voit bien dans les télécoms, on voit bien dans le transport, on voit bien, etc. Et bien là, il y a une question qui a un intérêt pour les entreprises. Je m'excuse de le dire comme ça, mais au fond, on n'est pas l'ennemi de ces intérêts et ça vaut le coup de le mettre sur la table parce que ça mobilise plus de gens. On ne fait pas de l'innovation comme ça dans l'auditorium de la Bourse le matin en se réveillant en disant « Tiens, j'ai une idée nouvelle ». L'innovation, c'est la confrontation à des réalités complexes. Et quand on amène des éléments nouveaux de ces réalités complexes, on est peut-être plus innovant. Et donc, amener les entreprises à mieux comprendre les 3 premiers facteurs que je viens de dire, pour dire qu'elles doivent être innovantes dans cette dimension-là, qu'elles y ont un intérêt, parce qu'elles vont peut-être demain faire de la reverse économie, ce qu'elles ont inventé par ces innovations-là pour servir à leur propre avenir. J'allais dire, ce n'est pas un gros mot, c'est permettre de mettre tous les acteurs autour de la table, de bien se rappeler que dans les SDG, le 17e, c'est-à-dire celui des partenariats, qui fait en sorte que des gens qui, normalement, n'ont pas ou pas l'habitude de travailler ensemble, qui ont des enjeux très différents, des réalités très différentes, s'aperçoivent que quand ils sont autour d'une même table et qu'ils se respectent, ils peuvent mettre des solutions sur la table. Il me semble que ajouter tous ces éléments factuels, concrets, précis, matériels, à la situation ou au moment où on est, comme le disait Stéphane Rossès, qui est celui de préparation des élections et du moment où on met des mots sur des réalités et derrière les mots, on attend en tous les cas des engagements et aux acteurs de faire en sorte que ces engagements se traduisent en actes une fois qu'ils ont été dits, fait que le rendez-vous dans lequel on est aujourd'hui, la collaboration qui de manière nouvelle peut se faire entre des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer et l'ESS, l'investissement solidaire, les fonds à impact que mobilisent des acteurs et par exemple Schneider Electric peuvent permettre aujourd'hui de nous amener tous ensemble à pousser cette réalité, à montrer qu'il y a des solutions. Elles sont aussi techniques, elles sont culturelles certainement, mais elles sont aussi techniques, et probablement à faire en sorte de l'année qui vient, le succès, on peut le souhaiter pour les populations en question, mais en tous les cas, la capacité de voir exactement ce qu'on a à faire et d'en trouver les moyens. Merci beaucoup. Et effectivement, tout ça me semble assez cohérent, en tout cas aussi au niveau de l'opportunité. Je vais vous demander de vous rasseoir. On va être obligé de courir aussi, évidemment,
après le temps. Merci beaucoup. Effectivement, il y a cet enjeu-là. J'en profite pour remercier Schneider et la Fondation Schneider, mais qui aident énormément des organisations qui agissent sur le terrain, dont celle qu'on va voir maintenant. Je crois que c'est vraiment un travail important et c'est aussi un engagement personnel de Gilles Vermont-Desroches et de son équipe. Alors, l'avantage des intervenants, vous avez l'ordre. Alors, si vous pouvez juste un tout petit peu anticiper, comme ça après on va gagner le temps. Donc Marie Trélucan, si tu veux nous rejoindre, et Nicolas Perrin. T'es où Nicolas? Voilà. Bienvenue à eux deux. Un des premiers sujets, évidemment, vous l'avez vu d'ailleurs dans le film avec Emmanuel Béard, c'est la question de l'identification, parce que souvent c'est des maisons qui sont fermées. On ne sait pas toujours d'ailleurs bien différencier les plus pauvres des un peu moins pauvres, etc. Donc on a un vrai problème d'identification. C'est une volonté importante qu'on a envie de faire avancer. Donc le projet des 1000 services civiques que Bernard Saincy a présenté tout à l'heure va être développé avec Unicité, donc qui a été créé, qui est aujourd'hui animé par Marie Trélucan. Mais tout de suite, Nicolas, nous en parlions encore récemment. Bon, EDF, c'est un peu celui qui coupe le compteur, enfin qui est vu comme tel en tout cas. Parfois, on oublie que si Enedis coupe le compteur, c'est parce que l'opérateur n'est pas payé. Enedis n'y est pour rien. Mais Enedis fait un très très gros travail pour accompagner ça. Merci d'être avec nous et en 3 minutes de nous expliquer, ça va être très, très difficile. Alors, résumer en 3 minutes, ça va être difficile, surtout s'il faut que je commence par expliquer la différence entre EDF et Enedis. Non, pardon, ça va nous prendre un petit peu de temps. J'ai savonné. Voilà, merci de le faire remarquer. Non, c'est bien Enedis, société d'intérêt général, qui est avec nous aujourd'hui. Oui. Alors effectivement, Enedis, service public, on se veut être le service public de la transition énergétique et voire de la transition écologique. On fait de l'inclusive business depuis qu'on est né. On considère qu'on a ça un peu dans notre ADN. Et on se veut être un service public à impact positif, alors pour la planète, pour les territoires sur lesquels on intervient, mais aussi et d'abord pour les femmes et les hommes. Et donc effectivement, ces questions-là, qui sont d'ailleurs particulièrement bien résumées dans le titre du forum et dans les différentes interventions qu'on a pu voir, nous touchent réellement, à la fois dans les politiques d'entreprise, mais aussi dans les activités, les actes techniques réalisés au quotidien par les techniciens qui doivent effectivement, dans certaines conditions, aller réduire la puissance, suspendre l'énergie, voire couper l'énergie parce que le fournisseur nous l'a demandé. Alors moi je serai là juste en témoin de ce qui peut être réalisé et de ce que peut faire un opérateur de service public comme Enedis sur la précarité et la lutte contre la précarité. Nous, on considère qu'on peut apporter des choses sur 4 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la détection. On l'a dit, les moyens ne sont pas considérables, la ressource est importante, il faut qu'on arrive à mobiliser le déplacement par exemple des volontaires de la transition énergétique ou des services civiques au bon endroit au bon moment. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est engagé, notamment avec les travaux qu'on mène avec l'Observatoire national de la précarité énergétique. On avait développé un outil qui s'appelait Précaritaire. On a mis cet outil au service du plus grand nombre, et il s'appelle aujourd'hui Géodip. Il est disponible gratuitement auprès des collectivités locales pour qu'elles puissent identifier précisément où on doit engager des actions d'accompagnement des clients, des citoyens, des administrés pour les collectivités locales. Pour des raisons de confidentialité, on est plutôt à la maille de quartiers de 2000 habitants pour l'instant, mais on essaye d'aller pousser un peu la réglementation, les limites de réglementation, pour pouvoir aller jusqu'à l'échelle de la rue, quand on a la possibilité de le faire et qu'on ne rentre pas dans de la confidentialité trop importante. Le deuxième axe, c'est accompagner des opérateurs, des gens qui, au quotidien, vont aller faire des émissions, et c'est ce qu'on a fait depuis 2015 avec les volontaires de la transition écologique, et Unicité, qui mobilise et qui nous a permis de mobiliser plus de 1200 services civiques, et ainsi aller toucher plus de 90 000 personnes, pour pouvoir les accompagner sur les impacts et les sensibiliser sur les impacts de la transition énergétique, mais sur la maîtrise de leur consommation. Et puis, dernier sujet qu'on a ouvert récemment dans la nouvelle convention, sur également la réduction de la fracture numérique, parce que beaucoup de solutions dont on a parlé ce matin sont souvent des solutions numériques, et il se trouve que pour beaucoup de ces personnes en situation de précarité, ce n'est pas forcément des outils qui sont facilement simples à mobiliser pour pouvoir aller chercher des aides, des contacts et
et des appuis. Troisième sujet, on va essayer d'ouvrir un petit peu le débat. Alors je le dis prudemment, même si la ministre est partie, parce qu'elle nous a sollicité sur cette thématique-là, et on y va avec la prudence aussi que vous avez pu entendre sur les données que peut fournir le compteur Linky, par exemple. Mais c'est essayer de réussir le mix entre les données de consommation et la performance énergétique des bâtiments. Voilà, performance énergétique du bâti. Voilà. Ils se rendent compte et accompagner les collectivités locales et les opérateurs pour se rendre compte de la performance des aides d'amélioration à l'habitat. Est-ce que finalement ça donne quelque chose ou est-ce que ça donne rien? Est-ce que je dois intervenir sur tel type d'habitat plutôt que sur tel type d'habitat de manière privilégiée? Donc on a une petite expérimentation qu'on est en train de monter en Normandie sur ce sujet et on espère pouvoir vous en reparler bientôt une fois qu'on aura levé un certain nombre de freins. Et puis le dernier point, on est présent à travers des choses qu'on fait depuis plusieurs années, les PIMS, la médiation service. Là, on est plutôt dans le curatif. Et quand les personnes ont des difficultés et qu'elles doivent être accompagnées, eh ben, on accompagne nous-mêmes ces points d'information médiation service pour pouvoir les aider dans la solution de leurs problèmes. Merci. Effectivement, Enedis exerce la présidence en ce moment des PIMS, qui est un lieu important de médiation sociale. Donc Marie, merci d'être là. Oui, c'est un peu instable, ces tabourets. Juste un point un détail qu'on n'est pas un. Effectivement, cette question numérique est importante. Il faudra qu'on en reparlera, ce n'est pas l'objet. Je crois que ça concerne aussi Gaspard, nos amis de GRDF qui parleront tout à l'heure. On a besoin, ces outils comme Linky, qui sont parfois critiqués, c'est aussi des outils qui nous permettent de lutter efficacement contre la précarité énergétique. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, les services civiques, le pionnier, ou la pionnière d'ailleurs, je ne parle pas de toi, je parle d'unicité, mais tu es aussi une pionnière. Alors, juste un tout petit rappel en 20 secondes de comment ça marche un service civique et pourquoi on a une très belle opportunité de ce projet commun avec Unicité. Oui, donc rapidement, Unicité, effectivement, est l'association qui a inspiré le lancement du service civique, d'où le côté pionnier. Le service civique, c'est simple, c'est une nouvelle forme d'engagement pour les jeunes qui est proposée à tous les jeunes entre 16 et 25 ans, consacré 6 à 12 mois. Généralement, c'est une année scolaire, 8 mois, octobre-juin, souvent, à temps plein, à mener des missions d'intérêt général pour aider à changer la société à tous les niveaux, pas que sur la question de la précarité énergétique, à tous les niveaux, en étant indemnisé, accompagné, formé. Donc un espèce de gagnant-gagnant où je donne à la société, je gagne une petite indemnité, je gagne une expérience, mais j'ai donné aussi à la société. Voilà, donc c'est des milliers, des centaines maintenant de milliers de jeunes par an. Unicité depuis une dizaine d'années avec le soutien de l'État, bien sûr, qui finance une grande partie des indemnités des jeunes et leur couverture sociale, mais aussi avec le soutien d'entreprises qui sont ici présentes. Donc Gilles Vémont-Desroches, tout le monde en parle, mais Schneider, évidemment, était partenaire. Bouygues, EDF, Veolia. Je vais faire un focus particulier sur Enedis, à expérimenter la mobilisation de jeunes comme ça, donc de jeunes de tous les milieux, donc y compris de jeunes qui eux-mêmes vivent en milieu précaire, notamment dans des quartiers d'habitat social. Donc voilà, des jeunes qui ont eu des galères, ou en ont encore, d'autres qui simplement font ça pour s'engager, donc de tout milieu. Sur cette question de la transition écologique, avec un focus particulier qu'on a pu faire avec Enedis pour, en gros, amener l'écologie dans les quartiers populaires, donc aller parler d'écologie, aller parler de transition écologique dans sa diversité, et notamment de la transition énergétique dans les quartiers, en utilisant le pair à pair. Donc ça a été plus de 5000 jeunes mobilisés ces 10 dernières années, dont effectivement 1300 particulièrement sur le sujet de la transition énergétique. Comment utiliser par exemple les nouveaux compteurs numériques, on parlait de Linky, comme un outil pour maîtriser sa consommation énergétique et pas juste comme... et la question de l'inclusion numérique, par exemple, on l'a abordé un peu, tout est lié en fait, parce que le non-recours au droit, avec le développement du numérique dans les services publics, ça s'accélère. Donc ces jeunes-là, en gros, ils étaient ambassadeurs dans les quartiers de tous les éco-gestes qui peuvent faire qu'à la fin, on réduit sa facture énergétique. Et le bilan de tout ça, ça a été plus de 300 000 personnes accompagnées. Un vrai impact, évidemment, ça a été évoqué, je ne sais plus par qui, sur
aussi le rôle, l'envie des gens dans lesquels, ATD Carmonde, l'envie des habitants, y compris en milieu populaire, et de contribuer à la transition énergétique, à la transition écologique de manière. Donc la fierté dans ces quartiers-là, le lien social, mais aussi concrètement des impacts sur les porte-monnaies. 20 € de moyenne économisés après l'intervention des jeunes parce que les gens ont changé de pratique, ont fait attention au dégivrage de leur frigo, ont changé, des petits trucs, mais qui finalement ont un gros impact sur des porte-monnaies dans des familles très en difficulté. Et donc le projet avec Stop Exclusion Énergétique, parce que je sais qu'on a 3 minutes, c'est d'utiliser toute cette expérience-là et avec Enedis, en particulier sur la question énergétique, pour mobiliser chaque année 1000 jeunes que sur la question, comme ambassadeurs de la précarité énergétique, pour aller à la fois repérer par du porte-à-porte, par des animations en bas d'immeubles, sur les marchés, les personnes qui sont pour l'instant invisibles, qui sont en précarité, mais dont on ne sait pas qu'elles sont en précarité. C'est donc du repérage. C'est à la fois un premier niveau d'information sur les aides qui existent. En amont, on a parlé de MaPrimeRénov', en aval, les chèques énergie. Et voilà, un premier niveau d'information. De l'accompagnement dans l'usage, les recherches Internet, s'inscrire, avoir accès à voir de l'accompagnement vers les conseillers qui peuvent monter les dossiers, les conseillers FAIRE et tout le réseau des partenaires de l'ANA pour casser faire le premier pas. Voilà, faire le premier. Donc les accompagner, y compris physiquement, pour qu'ils ouvrent des dossiers et qu'ils se lancent dans les démarches. Et évidemment rassurer, parce que des jeunes qui sont comme eux, qui vivent dans le même genre de famille, sont des très très bons ambassadeurs et parfois plus faciles d'accès que des professionnels. Et donc c'est ça le projet. Pour l'instant, on est en montage du tour de table, puisque c'est un appel à toutes les entreprises. On est en réflexion avec Et d'ailleurs, si vous voulez participer, exactement, c'est un appel à tout le monde pour se mettre autour de la table pour qu'on avance. Le ministère est déjà dans le coup avec l'ADEME et l'ANA. Voilà. Merci. Et effectivement, j'aime bien cette expression de faire le premier pas, y compris physiquement, parce que même à l'ère de l'Internet, on a besoin de moments très concrets, très opérationnels. Et malgré Linky, les équipes d'Enedis vont chez les gens. Et d'ailleurs, on est en train, par exemple, mais ça exprime aussi les types de partenaires qu'on cherche. On a un accord de principe du groupe SOS à travers ces cafés solidaires, à travers ces boutiques solidaires, pour pouvoir aussi amener la question de la dimension énergétique dans ces lieux-là, parce que tout passe quand même dans le présentiel. Et d'ailleurs, on est quand même assez content de vous retrouver réellement aussi, et pas seulement sur Zoom. Voilà. Merci tous les deux. On continue. Je vais demander à Franck, Alexandre et Léana de me rejoindre. Et Stéphane, pardon, voilà. Moi, je l'avais sur la table ronde d'après, mais tout va bien. Stéphane, non, mais viens, c'était le bienvenu. On a 4 micros, donc tout va bien. Là, on va parler d'ensemblier solidaire. Donc, on a déjà parlé de cette question de ce nouveau métier. Et la particularité de ce nouveau métier, c'est qu'il intègre plein de métiers, mais qui n'étaient pas forcément exercés par les mêmes. Or, aujourd'hui, pour une question d'efficacité, on a besoin de mettre une rénovation globale et performante accessible à tous. Ça semble extrêmement simple, puisque ce n'est pas parce qu'on vit dans une passoire thermique qu'on n'a pas le droit à un logement sain, confortable, qui ne coûte pas cher à chauffer, etc. Sauf que dans la réalité, ça demande des champs de compétences extrêmement larges. Et tout ce projet, on l'a élaboré tous ensemble, et vous verrez qu'il y a des niveaux d'expertise de gens qui se connaissaient, mais qui n'avaient pas forcément engagé les choses de cette façon-là. On va partir de... Pardon, je change l'ordre, mais vous n'allez pas m'en vouloir beaucoup. De l'EANA, parce que là, j'ai dit quand même un gros mot, la rénovation globale et performante. Donc, l'EANA Psycha travaille pour Doremi, qui est une organisation qui est liée à la mouvance négawatt, on va dire ça comme ça, mais qui est un opérateur de terrain. Donc, qu'est-ce que c'est que cette rénovation globale et performante, et pourquoi on a besoin d'ensembliers solidaires? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Gilles. Donc, je travaille pour Doremi, qui est une entreprise solidaire, donc filiale de l'association de l'Institut Négawatt et de l'association à but non lucratif Négawatt. Et Doremi, en effet, notre objectif, c'est de rendre accessible à tous ce qu'on appelle la rénovation complète et performante des maisons, ou globale et performante des maisons. Ce qui veut dire ce qu'on appelle aussi la rénovation basse consommation, ou BBC. Concrètement, c'est rénover l'ensemble d'une maison, des fondations à la toiture, en passant aussi par tous les équipements, donc chauffage, eau chaude et ventilation, évidemment, pour la qualité de l'air, parce que le but, c'est d'allier enjeux sociaux, sanitaires, économiques et environnementaux.
Et donc ces rénovations-là, elles aboutissent en moyenne à des divisions de consommation de chauffage par 4 à 10 pour les ménages. Donc on est vraiment sur un effondrement des consommations de chauffage qui permet de libérer du pouvoir d'achat pour les personnes qui arrivaient jusqu'ici à se chauffer à 19 degrés et à payer leur facture de chauffage, libérer ce qu'elles mettaient mensuellement dans leur facture de chauffage pour pouvoir payer des travaux. Et donc ça, c'est pour les personnes aisées, modestes, très modestes, mais on ne parle pas des très précaires, qui sont les personnes qui n'arrivaient plus à se chauffer à 19 degrés ou qui se chauffaient à 19 degrés, mais sans arriver à payer leur facture. Et donc c'est l'objet du projet Ensemble solidaire, d'étendre ce que Dorémy fait jusqu'ici pour les ménages très modestes, mais pas encore très précaires. Et donc l'intervention de Dorémy, ça a été de se dire comment est-ce qu'on passe d'une passoire, comme on l'a vu dans la vidéo avec Emmanuel Béard, à une maison qui est basse consommation, en une fois, pour que les travaux soient bien coordonnés. Donc le premier élément, c'était d'avoir des artisans capables de faire cette rénovation-là, et c'est un gros sujet aujourd'hui, l'identification et la formation d'artisans. Donc c'était notre première intervention plutôt technique, d'aller chercher des artisans de tous les corps de métiers différents, de leur proposer de se regrouper en groupement d'artisans coordonnés et de travailler ensemble pour que ce qu'a fait le plaquiste au niveau de l'isolation ne soit pas percé derrière par l'électricien qui va percer une membrane. Voilà, c'est des choses très techniques, mais qui ont leur impact à la fin sur la facture de chauffage. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a des super artisans qui peuvent faire des super rénovations, si les ménages ne sont pas au courant ou ne savent pas par quel biais se faire accompagner, ça ne marche pas. Donc là, on travaille avec les services publics, que sont les plateformes de rénovation énergétique, donc au niveau collectivité locale. On est sur 60 territoires dans 6 régions différentes en France, pour que les ménages soient accompagnés gratuitement de A à Z, et on forme ces accompagnants, parce qu'aujourd'hui, la majorité de la rénovation en France, c'est je change une chaudière, j'isole mes combles, mais c'est rarement la rénovation complète de l'ensemble de la maison, et c'est un vrai changement de paradigme, parce qu'on passe d'un poste de travaux qui peut coûter 5-6 000 euros et sur lequel on peut arriver à être à 90% de prise en charge par l'État, à des rénovations autour de 50-60 000 euros pour lesquelles on n'est pas encore en majorité à 90% de prise en charge par l'État. Donc c'est un vrai changement. La troisième chose, c'est une fois qu'on a ces accompagnants et ces artisans au top, la question c'est comment est-ce qu'on finance ça. Donc c'est optimiser les plans de financement en allant chercher toutes les aides pour le ménage qui existent, 15 à 18 aides nationales, plus de 2000 aides locales différentes. Donc il y a eu déjà beaucoup de simplifications grâce au travail d'Emmanuel Vargon, il en reste encore. Et la question, c'est d'aller chercher encore d'autres aides pour compléter et réduire le reste à charge pour les ménages. Et donc voilà, aujourd'hui, ce que Dorémy fait, c'est qu'on fait ces rénovations, on a ces artisans qu'on accompagne, on a déjà 66% des rénovations autour de 50-60 000 euros, 66% pour des ménages modestes ou très modestes. Donc ça nous a nous-mêmes étonnés de se dire que finalement on peut travailler sur la haute performance énergétique en travaillant sur la sortie de la précarité ou la protection des personnes pour ne pas qu'elles tombent dans la précarité quand on voit la hausse des prix du gaz là, qui peut entraîner des personnes qui n'étaient pas dans des situations compliquées à tomber dans la précarité énergétique. Et là, le sujet et ce qui nous intéresse dans le nouveau projet que nous permet de faire Stop Exclusion, c'est vraiment de se rapprocher de Réseau Ecohabitat, qui a une fibre beaucoup plus sociale et l'habitude de faire des accompagnements pour des personnes très précaires en allant chercher des aides vraiment complémentaires dans d'autres secteurs, et se rapprocher aussi des compagnons bâtisseurs pour leur expérience d'accompagnement des ménages et des artisans dans l'auto-réhabilitation accompagnée, donc faire en sorte que les ménages, s'ils le souhaitent, puissent participer aux travaux pour réduire le coût des travaux. Et là, voilà, c'est des institutions avec lesquelles on échangeait déjà, on avait vraiment envie de travailler ensemble, mais le quotidien faisant et les projets, c'est pas forcément évident de dégager du temps, et grâce vraiment à l'impulsion de Stop Exclusion, on a pu se rapprocher, se donner du temps et se dire vraiment on travaille avec nos 3 organisations pour cumuler nos expériences, donc une dizaine d'années d'expérience technique et d'accompagnement chez Dorémy, et des expériences encore plus longues côté Réseau Ecohabitat et compagnons bâtisseurs pour faire ce projet ensemble et avoir des accompagnements qui sont beaucoup plus qualitatifs, plus longs et donc plus coûteux pour ces ménages qui en ont davantage besoin. Donc voilà, merci beaucoup Gilles de nous avoir aidés à nous rapprocher aussi et de nous avoir donné le boost pour donner vie à ce projet. Merci. Donc on va demander à Franck Billot qui dirige le réseau Ecohabitat ce que c'est que cet ensemble solidaire et quel champ de formation. Et effectivement, mais moi ce garçon m'énerve beaucoup parce que j'étais très très fier de ma maison qui était de la rénovation, donc parce que je dépensais pour une grande maison moins de 1 000 euros de toute énergie par an. Bon, alors lui, évidemment, c'est pas de la rénovation, mais lui, il dépense que 100 euros de chauffage par an. Mais c'est du neuf, donc voilà. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'Ensemble solidaire? C'est pas 100 euros, c'est 80 euros par an. Donc, non, mais tu as raison, quand on parle de choses, et effectivement, Marie le disait tout à l'heure, non, pas, pardon, je crois que c'est, je ne sais plus qui disait, mais c'est quelques dizaines d'euros, etc. Quand Elio a monté une opération avec des ampoules LED,
à la fin de l'année, quand un foyer précaire gagne 30 ou 40 euros d'électricité parce qu'il a des ampoules LED, c'est pas rien, c'est même beaucoup. Les ensembliers solidaires en fait, viennent répondre à cette problématique. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs et pour un certain nombre de personnes qui sont en situation de précarité financière, culturelle, on pourrait même dire aussi intellectuelle, qui sont complètement recroquevillés sur eux. Hein, les gens qu'on a vus dans le petit film en fait, au démarrage. Il y a plein de gens qui se disent moi je suis propriétaire, de fait j'ai le droit à rien déjà. Le fait d'être propriétaire est considéré comme un signe de richesse. Donc, alors qu'il y a plein de gens qui ont hérité d'une maison, qui se sont retrouvés dans des maisons finalement qu'ils n'ont pas forcément choisies. Et on est quand même dans un monde un peu complexe où des acteurs, c'est pas ce qui manque. J'ose dire que de l'argent globalement, c'est pas ce qui manque. Je dis pas qu'il y en a pas assez, il y en a toujours besoin d'un petit peu plus, mais quand même des acteurs, il y en a. Et pour un certain nombre de gens en difficulté, se retrouver dans ce magma d'OPA, d'ANA, de PIC, de C2E, de MaPrimeRénov', etc., c'est juste dire à des gens en difficulté qu'il y a de l'argent et qu'ils se débrouillent par eux-mêmes pour aller le chercher, c'est juste impossible en fait. Donc il y a plein de gens qui sont, j'allais dire en fait, résignés dans leur logement en se disant faire des travaux de rénovation énergétique et avoir ma petite contribution pour la planète. Désolé, c'est pas pour moi, repasser plus tard. On emploie beaucoup le mot accompagner. Tout le monde emploie le mot accompagner. Donc ça va du chef de rayon chez Leroy Merlin ou Point P. Tout le monde accompagne un petit bout de quelque chose, donne des conseils, repère quelque chose. Voilà. Accompagner étymologiquement, je crois que c'est celui qui mange le pain avec. Donc il y a quand même beaucoup moins de monde en fait qui mange le pain en fait avec les gens en difficulté qu'on a vu dans le documentaire. Donc il y a malheureusement pas assez d'acteurs ou très peu d'acteurs qui font de l'accompagnement de bout en bout, c'est-à-dire de A à Z, de l'accompagnement, enfin du repérage, pardon, de ces familles. Que font très bien les associations caritatives, parce qu'elles sont confrontées en fait à payer des factures d'énergie à des gens qui à un moment donné n'ont plus rien en fait à la fin du mois. Donc il y a la question du repérage et puis il y a la question d'aller chercher tous ces dispositifs financiers, d'établir les relations de confiance avec l'ensemble des partenaires, y compris avec des entreprises du bâtiment. C'est pas simple pour des gens d'avoir confiance dans des acteurs qu'ils connaissent pas, qui vont rentrer chez eux, qui vont rentrer dans leur logement, qui ressemblent parfois à des taudis, et du coup de vivre en fait ce petit bout de chemin qu'il y a à faire entre aller chercher les aides financières, suivre les programmes de travaux, avoir la bonne idée en fait de travaux à réaliser. Et de se laisser en fait, en effet, accompagner par tout ce monde-là. Donc il y a besoin de désiloter les associations caritatives, les financeurs, collectivités en fait ou entreprises privées, et désiloter aussi avec les entreprises pour réellement créer des relations de confiance dans un écosystème où il y a l'ensemble des acteurs. Merci. Quelle efficacité, je fais un pas en avant, bon, ça s'arrête. Merci beaucoup. Alexandre, merci d'être là. Les Compagnons Bâtisseurs est un immense réseau, enfin, je pense que je ne sais pas combien vous êtes en France. D'ailleurs, vous étiez, comme le réseau Ecohabitat, lauréat des trophées de l'année dernière. On parle d'auto-réhabilitation accompagnée. Est-ce que réellement les gens peuvent participer à des travaux quand on parle de rénovation globale et performante, instinctivement, on se dit qu'il faut quand même être plutôt bon pour être capable de mettre en œuvre de la rénovation énergétique. En tout cas, nous, on est convaincus qu'ils peuvent participer aux travaux et que ça a des effets significatifs, en tout cas, sur leur vie, et ça permet de renforcer vraiment leur capacité d'agir. Enfin, peut-être déjà rappeler qui sont les compagnons bâtisseurs, puisque depuis plus de 60 ans maintenant, on accompagne les plus fragiles à la réhabilitation ou à la construction de leur logement. On a 13 entités régionales donc réparties sur les territoires métropolitains et ultramarins qui travaillent pour la dignité des personnes, mais aussi pour la dignité dans le logement, au travers plusieurs axes d'intervention. Bien sûr, l'amélioration de l'habitat et le fameux auto-réhabilitation accompagnée, puisque un de nos principes d'intervention, c'est le faire avec les professionnels, faire avec l'habitant, justement pour lui permettre d'être acteur de son projet de réhabilitation ou de son projet de construction, et c'est de faire ensemble, c'est-à-dire en suscitant l'entraide de l'entourage,
des bénévoles, mais aussi des jeunes, puisqu'on accueille plus de 200 services civiques également qui travaillent avec nous, avec le support de nos actions pour également leur projet professionnel. Et c'est aussi des axes d'intervention autour de l'inclusion sociale, puisqu'on estime que le logement est souvent la porte d'entrée à un parcours d'accompagnement et d'inclusion sociale. Voilà, donc nos publics, on intervient auprès de locataires du parc social, du parc public, les propriétaires occupants, mais aussi les sans droit ni titre, notamment sur les territoires ultramarins. Participer au projet Ensemblier solidaire, en fait, ça a été une évidence pour les compagnons bâtisseurs, parce que d'une part, la contribution de l'auto-réhabilitation accompagnée à la lutte contre la précarité énergétique, à la mise en œuvre de projets de rénovation énergétique est inscrite dans notre projet politique. Et d'ailleurs, on travaille avec toutes les situations, y compris celles qui sont hors cadre, enfin totalement éloignées des dispositifs de droit commun, parce qu'on estime que réaliser des travaux de sécurisation, accompagner déjà les familles qui ne peuvent pas rentrer dans des dispositifs d'aide de droit commun, est sûrement une première étape à une réflexion pour un projet de rénovation globale. Et une évidence aussi, puisque l'alliance de nos 4 organisations, notre expérience, nos compétences, c'est certain, va permettre en tout cas de rendre accessible la rénovation énergétique à tous les publics. Voilà, donc ça a été fondamental, en tout cas dans le choix de nous associer, de concevoir ensemble ce projet Ensemblier solidaire, qui est un projet qui propose vraiment des actions structurantes, qui va nous permettre, c'est certain, d'atteindre plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de renforcer notre capacité d'intervention collective. Et ça, on le démontre aujourd'hui, c'est essentiel. Ensuite, c'est aussi de faire reconnaître les compétences de nos professionnels sur l'accompagnement socio-technique, puisque c'est un élément clé de la réussite de ces projets d'accompagnement des plus précaires sur ces projets de rénovation globale et performante. Et enfin, et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur aux compagnons bâtisseurs, c'est de valoriser l'apport travail des habitants dans leurs projets de réhabilitation. Et l'apport travail, cette valorisation-là, c'est souvent la substitution d'un apport monétaire que ces personnes-là n'ont pas. Et ça leur permet vraiment d'une part d'être acteurs, je me répète, de leur projet, mais aussi d'enclencher quelque chose et de renforcer cette capacité d'agir extrêmement importante, en tout cas dans les projets d'inclusion. Merci. Et effectivement, financer le reste à charge, c'est aussi faire soi-même, en gros. Mais ça, il faut le faire reconnaître. Tu voulais dire un mot ? Tu disais tout à l'heure que la rénovation complète et performante, ça peut être très technique. La question de comment faire intervenir les habitants, on est tout à fait d'accord que ça peut vraiment réduire les coûts. Et si on pense juste à la démolition, c'est-à-dire quand on doit défaire des faux plafonds ou défaire des enduits, décrouter des murs, c'est des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de la technique, de la thermique, qui nécessitent des années d'études et que peuvent faire les ménages et qui réduisent les coûts, comme l'évacuation des gravats. Donc c'est des choses très simples. Si les personnes en ont le temps et l'envie, ça peut vraiment réduire les frais annexes de la rénovation. Donc on est tout à fait aligné là-dessus et on n'a jamais réussi pour l'instant à l'expérimenter à grande échelle, juste sur un premier chantier avec Dorémy, parce qu'il faut aussi que les artisans soient formés et soient dans l'envie d'être dans la pédagogie et accompagner un ménage à faire de l'autoréhabilitation. Donc tout à fait aligné là-dessus. Et effectivement, l'ensemblier solidaire est aussi celui qui est un facilitateur, parce que même parfois pour un artisan, rentrer dans certaines maisons aux conditions de vie très compliqué, c'est aussi pas facile et ça demande peut-être un peu plus d'humanité que quand il n'y a personne. Merci à G2R, la mondiale. Je l'ai dit, la mondiale, des fois je parle trop vite, d'être là, de soutenir cette action. La première phase dont parlait Bernard Saincy tout à l'heure est lancée grâce au soutien d'AG2R, la mondiale, de l'ANA, de Leroy Merlin, de la Fondation Valorem, Mirova, qui j'oublie, Schneider Electric, évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Donc merci d'être là. Un groupe de protection sociale, on ne l'attend pas forcément quand on ne connaît pas sa raison d'être, mais tu vas nous l'expliquer. Oui, tout à fait. Merci à tous. Alors, c'est AG2R La Mondiale et notamment la direction des activités sociales du groupe AG2R. Il faut savoir que les groupes de protection sociale, notamment, reversent de la retraite à nos ressortissants. Et aujourd'hui, AG2R reverse à 25% de la population française une retraite complémentaire. Il faut savoir que ces groupes se sont montés par le paritarisme en 1948, quand ils ont créé la GIRC et après l'ARCO.
Et dans l'ADN de ces groupes de protection sociale, il y a l'action sociale, vous l'entendez, action sociale. Donc c'est nos partenaires sociaux qui gèrent notamment les dotations, les orientations en action sociale. Et on fait beaucoup d'aides individuelles, d'aides financières individuelles. AG2R analyse 15 000 aides sociales par an. Et dans ces 15 000 aides sociales par an, il y a la moitié, c'est de l'aide à l'énergie. Donc on aime bien les fournisseurs d'énergie, mais à un moment donné, les administrateurs se disaient, mais 800 € par-ci, 800 €... Voilà. Quel sens? C'est le tonneau d'Anaïde, ce truc-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir de manière plus durable et plus globale? Donc on s'est lancé il y a à peu près 6 ans dans l'aventure. On avait créé un grand appel à projet qui s'appelait Porteurs d'idées énergétiques. Et notre idée déjà, c'était d'aider des structures comme Dorémy, les compagnons bâtisseurs, Réseau Ecohabitat, à grandir et à agir et à massifier leur action. Donc ça a été déjà une première réussite. Ensuite, on a essayé de regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire de plus. On a lancé cette année avec Réseau Ecohabitat un appel à projet qui s'appelait Chauffe-moi ou Chauffe-toi. Et l'idée, c'est justement d'essaimer ce que fait Réseau Ecohabitat en termes de méthodologie, qui est quand même assez performante, le repérage des familles, l'accompagnement global des familles, etc. Sur porteurs assembliers solidaires, ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est les réalisations concrètes. Moi, j'arrive à convaincre mes administrateurs. Alors déjà, le hasard a fait que les personnes que vous avez vues dans le clip, c'est des AG2R. Donc quand je passe ça en commission sociale, ça met tout le monde d'accord, parce qu'on ne peut pas ne pas être ému déjà par la situation de ces personnes. Et surtout, ils me disent, là, sur Assemblée solidaire, je crois qu'on va faire 60 réhabilitations. Alors, c'est peu à l'échelon du million, mais en tout cas, c'est concret. Donc on sait déjà qu'il y aura un impact à 100%, on sait très bien que ces personnes-là ne redemanderont plus une aide à l'économie d'énergie, sachant que notre métier aussi, c'est d'aider à l'accompagnement de la perte d'autonomie. Donc, on préfère adapter un logement plutôt que payer des factures d'aide d'énergie. Où je suis un peu plus dubitatif, je vais faire rapidement du politiquement incorrect. J'ai entendu tout à l'heure la notion de prêt. J'y crois pas trop. Hein. J'y crois que quand on travaille vraiment avec les personnes au quotidien, ça a été mon cas pendant de nombreuses années, notamment sur les réhabilitations d'habitats insalubres à Marseille. Bon, et vous savez ce qui est arrivé à la rue d'Aubagne. Les gens ont du mal à se projeter dans les prêts, et notamment la notion de patrimoine. On a beaucoup de mal à demander aux personnes d'investir leur patrimoine, notamment pour entrer en EHPAD. Déjà, non, c'est la transmission, etc. Donc, l'histoire du prêt, on verra si ça marche, mais ça va être compliqué. Et c'est vrai que je pense qu'un des défis, c'est aussi de vulgariser, d'expliquer cette notion de précarité énergétique. Honnêtement, la plupart des gens ne vous disent pas « je suis en précarité énergétique ». Par contre, quand on leur pose la question « est-ce que vous avez des courants d'air dans la maison ?» Ah ça, ils vous disent « ah oui, j'ai froid hein. ». Voilà. Donc ça, il y a un travail, je pense, de vulgarisation de cette notion et d'essayer de faire comprendre aussi qu'on est à la frange entre accompagnement social et accompagnement technique. Et souvent, ça, ce n'est pas encore une question réglée. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à vous rasseoir. On a presque terminé. Malheureusement, on n'a pas pu remonter les 20 minutes de retard que nous a mis la table ronde précédente. Je vais demander à Claire Gagnère, secrétaire générale d'Elio, Sophie Gallaret et de GRDF et Sylvie Gallois de Butagaz de me rejoindre. Voilà. Merci d'être là. On continue sur ce sujet global et notamment la question de l'engagement des entreprises. Donc 3 acteurs, un acteur de l'efficacité énergétique par ailleurs, enfin pas par ailleurs d'ailleurs, délégataire C2E, GRDF, l'alter ego d'Enedis, qui est aussi en contact et donc avec les distributeurs, avec un engagement particulier, d'abord évidemment aussi avec des services civiques, avec ce projet Civigaz, et une volonté de verdir le gaz, d'aller de plus en plus vers le fait de se détacher des hydrocarbures, et une spécialiste, j'allais dire, du gaz, mais pas seulement, parce que Butagaz aujourd'hui fournit aussi des granulés de bois, beaucoup d'autres ressources énergétiques, et par ailleurs a monté une fondation, et notamment, on va en dire quelques mots, a décidé de s'intéresser à un 100% territoire. Alors pour l'instant c'est un village,
mais de se dire, peut-on régler totalement la précarité énergétique sur un territoire? Voilà, c'est le village de Flers, on en parlera tout à l'heure, mais on va commencer avec Claire Gagnère. Alors donc, vous agissez sur l'ensemble des champs de la rénovation énergétique, mais quelle place a la précarité énergétique dans vous êtes un des leaders, je crois, des certificats d'économie d'énergie en France, l'efficacité énergétique. Oui. Voilà, quelle place ça a chez vous? Oui, alors Elio, effectivement, on est un acteur indépendant privé qui est spécialisé dans l'efficacité énergétique depuis plus d'une dizaine d'années. Et notre expertise, elle était bien sûr liée au dispositif des certificats d'économie d'énergie, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et puis petit à petit, on est venu à devenir finalement comme un assemblier, puisque aujourd'hui, on est à la fois en conseil, au pilotage et réalisation de travaux, et bien sûr pour toute la partie de dossiers à monter pour le financement de ces travaux. On s'adresse à tous les secteurs et depuis quelques années, depuis l'opération Mes ampoules gratuites, on s'est tourné vers le particulier, comme on appelle ça chez nous, et notamment vers les ménages précaires. Alors notre rôle, effectivement, c'est de les accompagner dans le bon choix des travaux, de mettre en relation le particulier avec la bonne entreprise également de travaux, donc l'artisan, ou les artisans qui vont pouvoir effectuer les travaux, et de rester avec eux jusqu'au bout. Puisque on s'est aperçu qu'au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait en relation le particulier avec l'artisan et on venait ensuite monter les dossiers de financement. Mais on ne suivait pas toute la chaîne. Là, aujourd'hui, on est vraiment du début jusqu'à la fin. Et je dirais même peut-être que le début, et c'est là où c'est important pour nous d'avoir d'être partenaires et d'avoir autour de nous d'autres acteurs, c'est qu'il faut identifier ces ménages précaires, et ça effectivement c'est pas notre savoir-faire. On est plutôt sollicité, donc les particuliers nous contactent ou vont sur le site, décrivent leur projet et ensuite on les rappelle pour bien comprendre leur projet et leur donner des préconisations et des conseils sur le type de travaux qu'il faut commencer à faire. Plutôt que voilà, par quoi on commence, on isole, on change de chaudière et quelles sont les économies qu'ils vont réaliser. Mais on ne sait pas aujourd'hui identifier les ménages précaires. Donc travailler avec des associations, avec des collectifs, c'est effectivement très important pour massifier nos actions et également donc pouvoir aller plus sur le terrain et proposer nos services. Je crois que tout à l'heure, on parlait également je crois que c'est Dorémy qui parlait des artisans. Nous, on a aujourd'hui plusieurs milliers d'artisans partenaires. C'est un gros travail, de les accompagner aussi sur la réglementation, sur toutes les aides possibles. On fait de la formation à ce niveau-là, pas de la formation technique, mais de la formation sur quelles sont les aides disponibles. Ça change beaucoup, ça évolue. Donc moi, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est que pour continuer à faire notre métier, pour que tous on puisse continuer effectivement à faire notre travail et accompagner les ménages précaires et pas que, c'est que ces aides soient suffisantes, soient surtout simples à déployer et soient aussi dans la durée. C'est-à-dire qu'on va avoir la campagne présidentielle, effectivement, mais que ces aides continuent. Et puis, enfin, que pour nous, pour notre entreprise privée, pour les artisans, pour les associations, les collectifs, aussi rendre notre travail moins réglementé et nous donner plus de souplesse, voilà, pour effectuer notre travail. Merci beaucoup. Donc, Sophie est directeur RSE, CISAR, etc. de GRDF. Donc, effectivement, je citais l'action Civigaz, d'ailleurs, qui est intéressant parce que j'ai l'impression qu'elle était plutôt orientée sécurité au départ, puis finalement, elle s'élargit à un contexte plus large. Mais comme le disait Gilles Verbeau-Desroches tout à l'heure, finalement, c'est aussi des problèmes pour lui de tableau électrique, mais peut-être de risque gaz. C'est une vision globale de l'habitat qu'il faut mettre en œuvre. Mais quelle est la place de la précarité énergétique dans tout ça ? Oui, alors côté GRDF, donc GRDF, petite pédagogie, donc service public de la distribution du gaz naturel en France. On œuvre, tu l'as dit Gilles, aujourd'hui on va passer du gaz naturel au gaz renouvelable et on a bien une vision 100% gaz renouvelable.
Donc aujourd'hui, nous, finalement, on est acteurs de la précarité énergétique, un peu sur le même modèle qu'Enedis, comment on détecte, comment on accompagne, on a un service civique, tu évoquais Civigaz. Ce qui est aussi important, je pense, et ce qui m'inspire, moi, dans tout ce qui a été dit auparavant, c'est comment on va réconcilier l'impératif de la lutte contre la précarité énergétique avec l'impératif de la transition énergétique. On sait que faire la transition énergétique, ça va coûter cher, c'est normal. Il faut des investissements dans les moyens de production, il faut aussi des investissements dans les réseaux. Côté électricité, RTE annonce 40 milliards, jusqu'à 40 milliards d'investissements dans les réseaux à 2035, c'est une hausse de 50%. Sur le gaz aussi, il va falloir qu'on investisse. Donc ça paraît un peu paradoxal par rapport à la situation de la précarité énergétique. Donc moi, j'ai un peu 3 enseignements pour réconcilier ces deux choses-là. Enfin, en tout cas, je pense que c'est important que dans l'action de service public des distributeurs, on arrive à réconcilier, à être aussi bien actif sur la précarité directement que sur une transition qui soit juste et qui réconcilie ces deux aspects. Et donc les 3 enjeux pour moi, le premier, c'est évidemment d'aller sur ces questions de rénovation, on l'a beaucoup dit en amont. C'est ce qui va alléger la facture des ménages, mais c'est aussi une nécessité globale. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, il faut être aussi sobre dans la façon dont on développe les énergies renouvelables. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est la diversification. C'est agir sur un mix diversifié. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et là, on sait qu'on a des complémentarités intéressantes. Électricité, gaz renouvelable. On sait qu'on va baisser les coûts sur le gaz renouvelable, passer de 30% à l'horizon 2030. On peut faire 100% d'énergie gaz renouvelable à 2050. Donc il ne faut pas se priver de ça et surtout aller aussi vers la question du local et des acteurs. C'est vrai sur le repérage de la précarité, c'est vrai aussi sur le montage des projets d'énergie renouvelable. Et là, un petit exemple concret avec le biométhane. Donc on va chercher des résidus organiques des collectivités locales, des agriculteurs. On peut monter des projets très intelligents où on a des acteurs locaux qui vont s'allier, les collectivités, plusieurs agriculteurs ensemble, ça peut être aussi des citoyens. Et on peut imaginer des boucles, en fait. Donc à la fois la production locale, la consommation locale, et là on voit qu'on peut remettre aussi, j'aimais bien cette notion d'inclusion des ménages précaires aussi dans la vision de la durabilité, ces consommations d'énergie, elles peuvent être consommées aussi par des ménages précaires, ça peut être des bailleurs sociaux qui en sont les clients. Voilà, donc pour finir, j'ai vraiment apprécié la notion de Stéphane Rosès, le bon, le juste, l'efficace. Je pense qu'il faut aller vers ça dans cette action vis-à-vis de la précarité et vis-à-vis de la transition énergétique. Merci beaucoup et pour effectivement la précision de tout ça. Donc Sylvie Gallois, directrice communication et développement durable de Butagaz, qui est une marque qu'on connaît extrêmement bien en termes de notoriété, mais pas forcément en termes d'activité. Merci Gilles pour l'intro, en effet. Oui, Groupe Butagaz, comme tu dis, c'est une vieille marque, 90 ans en France, tout le monde connaît la marque Butagaz. On est très très connu. On nous associe toujours à notre produit qui reste un très beau produit, mais un peu... Bon, d'habitude, elle vient avec une grande plus bleue, mais elle n'a pas dû rentrer dans le métro aujourd'hui. Mais voilà, on est connu pour notre distribution de bouteilles de gaz. Ça, c'est le produit historique. Aujourd'hui, on est en fait un groupe français qui est multi-énergie. On vend du gaz naturel, du biométhane, on vend de l'électricité verte, des granulés de bois, des installations de panneaux solaires, des services d'enlèvement des anciennes cuves à fioul, etc., etc. Et évidemment, ce qui était notre cœur de métier et qui reste notre cœur de métier historiquement, donc des gaz liquides. Et des gaz liquides bio, puisque évidemment aussi sur ces métiers-là, les gaz renouvelables sont en train d'arriver et pour notre plus grand bonheur. Alors, moi, je représente un peu les vendeurs d'énergie aujourd'hui, là. Donc, la précarité énergétique, tous les jours, on y est confronté. Dans nos clients et nos études et nos estimations nous montrent aujourd'hui que on n'échappe pas à la règle. On a à peu près 10% de notre base client qui serait en précarité énergétique. Notre première préoccupation, parce qu'on se veut vraiment un acteur extrêmement volontairement engagé dans la transition énergétique, et pour nous, elle a deux volets. Elle a un volet éminemment écologique, d'aller vers des énergies de plus en plus vertes, et avec un slogan qu'on aime beaucoup, qui est pour nous, la transition énergétique, c'est simple, c'est comment aider nos clients à consommer mieux, du plus vert, du plus propre, et consommer moins, c'est-à-dire dans la maîtrise complète de leur consommation énergétique. Nos clients au quotidien, on a quelques centaines de conseillers clients répartis à travers la France. Notre premier problème, c'est de dire comment on peut
vraiment identifier les gens qui sont réellement en précarité énergétique. Parce que si la base, c'est il ne peut pas payer sa facture, ou il nous dit qu'il ne peut pas payer sa facture, ça le met dans une case précarité énergétique, ce serait vraiment beaucoup trop simple, parce qu'on est très très loin de ça en fait. Donc on a lancé une opération, avec l'aide de Bernard d'ailleurs, de Bernard Saincy. On a formé plus de 200 conseillers clients à reconnaître, identifier, pour pouvoir aider les gens qui sont réellement en précarité énergétique. Donc on a 12 référents précarité dans nos différents centres clients à travers la France et on a formé plus de 200 personnes à ça. Reconnaissons, identifions et aidons-les. Aidons-les à aller chercher les solutions, les aides auxquelles ils ont droit et que très généralement ils ne savent pas ou ne veulent pas aller chercher eux-mêmes. Donc ça c'est un premier pan très opérationnel de notre action sur la précarité énergétique. Je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit jusqu'alors, c'est un peu court terme parce qu'on va l'aider sur ce coup-là, mais comment on fait plus durablement pour le sortir de cette précarité? Et là, comme tu l'as dit Gilles, on a décidé de lancer une petite fondation à notre image, très modestement et surtout à notre taille. Et on s'est rapproché d'un petit village. Quand je dis petit village, c'est 250 âmes, c'est un peu moins d'une centaine de foyers, de maisons. On a mis quelques critères sur la table pour se dire quel village allons-nous aller contacter. On s'est rapproché de ce village qui, évidemment, est dans une des zones froides de la France, donc où la problématique, ma facture de chauffage, c'est un vrai poids pour un budget familial. Donc on est en zone H1, on s'est retrouvé dans un village du Pas-de-Calais, avec cette caractéristique d'avoir encore plus de 60% de ces maisons chauffées au fioul. Ce qui pour nous, en termes de transition énergétique, c'est vraiment l'une des premières actions à mener. Et on s'est rapproché de la maire de ce village et de son conseil municipal. Village de 250 âmes, hein, donc vous voyez, on parle d'une toute petite équipe. Et on s'est retrouvé avec des gens extraordinaires qui se sont passionnés pour notre projet. Et on a lancé ensemble un process, je vais vous la faire très très courte. On a fait appel à la candidature hein, de façon tout à fait bénévole des gens du village. On a offert des audits énergétiques complets de la maison, du bâti, des méthodes de chauffage, des isolations, de la ventilation, de tout ce que vous avez déjà dit, vous qui connaissez tout ça par cœur. Un audit énergétique d'une valeur d'environ 1 500 €. Donc vous voyez que c'était déjà un premier cadeau pour ces gens-là, que nous avons évidemment entièrement pris en charge. Et puis là, nous sommes dans la phase 2 du projet. Nous avons déjà sélectionné les 2 premières maisons, les 2 premières familles que nous allons aider. Et une famille emblématique, je vais juste la prendre comme exemple. On va lancer des travaux dans une maison dont la famille est propriétaire. C'est une famille monoparentale avec 3 enfants qui nous a dit moi, mon problème, c'est qu'avec ce que j'ai comme moyens disponibles, techniquement et financièrement, dans ma maison, au mieux, au cœur de l'hiver, j'ai 12 degrés dans mon salon. Donc là, je crois qu'on peut parler de précarité énergétique avec une dame et cette famille qui a des revenus extrêmement modestes, bien évidemment, et une maison qui est une passoire thermique. Et l'audit énergétique a été assez clair et simple à analyser, évidemment. Donc on va lancer un bouquet de travaux. Et là, on parle là aussi tout ce que vous disiez sur le côté, c'est un bouquet de travaux, c'est de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc on va l'aider, on va chercher les aides et monter les dossiers d'aide avec elle. Les dossiers C2E, on en fait 20 000 par an, donc on sait faire. Les dossiers MaPrimeRénov', on en fait déjà plusieurs milliers par an, on sait faire. Donc on va l'aider à monter tout ça. On est accompagné par un bureau d'études, on va lancer le bouquet de travaux et on ira jusqu'à la prise en charge complète de son reste à charge. Voilà, donc c'est assez pédagogique et comme démarche que l'on veut avoir et c'est l'objectif de notre fondation. Merci beaucoup. Vous voyez qu'effectivement, chacun fait beaucoup, mais évidemment, on va essayer de faire beaucoup plus ensemble. Voilà, merci beaucoup toutes les 3. On va maintenant clôturer cette séance. Pardon pour la régie pour ce retard, d'ailleurs, qui ne nous incombe pas. Je vais demander à Michel Derdevet, président à la fois de Confrontation Europe et de la Maison de l'Europe de Paris, et à Bernard Saincy, de me retrouver pour cette conclusion. Merci à tous d'être restés. Encore une fois, il y a un peu de retard. Je vous précise qu'on a un stand là-haut, mais on a aussi, parce qu'on ne se connaît pas tous forcément, on a mis en place toute l'après-midi un plateau TV juste à côté de notre stand. On veut enregistrer des témoignages, des projets, des envies, des actions. On a encore gardé des créneaux de livres volontairement pour que vous puissiez aussi
vous raconter des histoires. Michel, merci d'être ici. Michel, aujourd'hui, a plusieurs activités. Il enseigne ces questions d'énergie au niveau européen. Et bon, puis il a une carrière dans l'énergie, RTE, Enedis, etc. Quelle est ta vision de tout ça? Évidemment, en 3 minutes, c'est très court, d'autant que on a un tout petit peu parlé de l'Angleterre tout à l'heure, je crois que c'est Gilles Vermeau-Desroches. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau international? D'autant qu'on a envie de porter ce sujet aussi dans la présidence française. Merci beaucoup Gilles pour ces mots d'accueil. D'abord, bravo parce que tu as exactement construit un plan à l'inverse de ce que Michel Rocard pratiquait. Michel Rocard, Stéphane Rosès, ça rappelle, il faisait une introduction avec le monde, l'Europe et la France. Et là, tu nous permets de sortir sur l'Europe, ce qui est formidable. Non, plus sérieusement, le sujet d'aujourd'hui, il est dans l'actualité européenne, parce que le 14 juillet, la Commission européenne a mis sur la table, pour la première fois, l'idée d'un fonds pour la transition énergétique, d'un fonds social pour le climat. C'est une idée qui cheminait depuis plusieurs années. Gilles, moi et Pierre-Jean Coulon, nous avions écrit il y a 1 an une tribune là-dessus. Et donc on voit bien que ce qui est un chemin à Bruxelles, ce n'est pas uniquement la neutralité carbone 2050, mais c'est aussi se demander comment on traite le volet social. Ce fonds qui a été envisagé courant de 2025, donc il va y avoir un temps de préparation jusqu'en 2034, il serait doté de 74 milliards par l'Union européenne, et puis les États membres le concouraient à hauteur de 74 milliards. Mais derrière, il y a un vrai sujet. Et dans les 2 mots que vous avez sur la fiche là, entre transition carbone, neutralité carbone et le social, on voit bien que si on inclut dans le mécanisme d'ajustement carbone le système d'échange de quotas aujourd'hui, si on met les bâtiments et le transport, comment garantir que ce n'est pas les plus précaires en Europe qui vont souffrir les premiers d'une accélération du calendrier de réduction des émissions de CO2? Le sujet est sur la table, ça va supposer un dialogue, ça va supposer que l'Observatoire européen de la précarité fasse son boulot. C'est un observatoire très récent qui a été créé il y a 2 ans. On voit bien qu'il va y avoir un chantier pour voir comment on réconcilie, Bernard le rappelait tout à l'heure, avec les déciles de population qui sont impactés, on a le même sujet au niveau européen. Deuxième question qui va se poser, obligatoirement, c'est des questions de solidarité. Stéphane Rosès évoquait en entrée les freins culturels. On a en France un frein culturel colossal. La précarité est vue comme un sujet de politique nationale. Et pourtant, dans l'énergie, nous sommes sur un marché européen. Donc il serait peut-être temps de se dire, à quelques semaines de la présidence française, faisons de la précarité énergétique un sujet d'échange sur les bonnes pratiques, sur les échecs avec nos pays voisins, et ne regardons pas ça comme quelque part une question de souveraineté nationale. Si nous mettons demain aux frontières de l'Union un mécanisme de taxation du carbone, c'est bien peut-être pour que les revenus de ce mécanisme abondent le soutien européen. Et donc on voit bien qu'on a derrière une série de questions de fond. Dernier mot, juste pour rester dans l'épure des 3 minutes, Gilles, que tu souhaitais, c'est le rôle des collectivités. Ça a été dit, il y avait un représentant de la ville de Paris dans la table ronde précédente que Convergence a organisée. Il est vital que les politiques locaux s'impliquent et s'impliquent plus dans ce sujet. On ne peut pas rester que sur des actions. J'étais vraiment épaté par les témoignages d'entreprises, bien sûr Enedis, mais toutes les autres, vous faites un travail remarquable, mais il faut que les élus, au plus près du diagnostic sur qui est précaire, qui n'est pas précaire, dans quel quartier, pourquoi, est-ce qu'il y a, oui ou pas, une réalité du phénomène, soient présents. Et donc on voit bien qu'il y a tout un système à mettre en place entre l'action de l'État, mais pas que, l'Europe au-dessus, les territoires, et à savoir mettre tout ça en synergie et en dialogue, c'est pas le plus simple. On est dans un schéma où beaucoup de pays européens se heurtent à des difficultés. Dernier mot peut-être, la précarité n'est pas la même dans tous les pays. Il y a 2% de précaires au Luxembourg, il y en a 30% en Bulgarie. Et ça peut être un sujet de nature politique. Le gouvernement bulgare en 2013 a été renversé parce que les prix de l'électricité avaient tout d'un coup augmenté de manière subreptice. Donc ne sous-estimons pas le fait qu'on peut avoir des phénomènes d'indignés de l'énergie dans les semaines, les mois qui viennent un peu partout en Europe. Et quand on voit les besoins, et tout à l'heure, je crois que le représentant de GRDF évoquait les chiffres, ne serait-ce que pour les gestionnaires d'infrastructures, on voit bien qu'il va falloir réconcilier tout ça, et pas uniquement avec des chèques, avec des enveloppes de soutien, mais avec des réformes de fonds pensées globalement. Merci Gilles. Merci d'avoir autant resserré le discours.
mais effectivement, il y a des grands enjeux par rapport à ça. Je crois qu'on est tous cohérents. Je voulais juste vous dire que effectivement ces collectivités, alors on n'a pas pu donner la parole de tous les membres, et là est partie la représentante du Grand Paris il y a quelques minutes, mais et d'ailleurs dans les trophées, je vous invite vraiment à rejoindre les comités régionaux des trophées, venez nous voir après, on va vraiment travailler ensemble, mais la métropole de Lille pilote toute la partie des trophées sur les Hauts-de-France. Enfin, il y a le département de la Mayenne qui est avec nous. Il y a énormément de collectivités. C'est effectivement, même si c'est parfois compliqué sur un sujet hyper transversal, mais on pourrait en faire quasiment une séance entre régions, départements, interco, villes, etc. C'est extrêmement compliqué, mais effectivement, on va y arriver. C'est aussi pour ça qu'on est là. Bernard, le mot de la fin, donc oui, une synthèse en 30 secondes. Oui, bon courage. En 30 secondes, juste d'abord remercier tous les intervenants qui, pour la plupart d'entre eux, sont membres de l'association Stop Exclusion énergétique. Remercier aussi la ministre et les autres intervenants. Je voudrais simplement dire que l'association est, je pense, un exemple de la mise en œuvre de l'ODD 17. Donc on revient à l'international. On a des acteurs très différents. J'espère qu'après cette conférence, d'autres acteurs viendront nous rejoindre. Et en tant que président, je pense que c'est plus facile de faire travailler ensemble des acteurs différents que de s'obstiner, je dirais, sur juste des points avec quelques partisans convaincus. Là, on a vraiment une convergence très importante des préoccupations, un travail commun, et c'est vraiment très agréable et très performant. Et je vous appelle tous à venir rejoindre l'association Stop Exclusion énergétique, qui est un sujet politique d'aujourd'hui et de demain.